l'IA remplacera totalement les consultants SEO d'ici 5 ans. Oui. L'objectif, c'est pas d'avoir plus de trafic. Ça, c'est chouette sur un post motivation sur LinkedIn. Non, ce que tu veux, c'est avoir du business. Et je pense que ça peut vraiment être rentable de faire du SEO. Et ça sera aussi dans le futur. Hello, hello Amaury, merci d'être sur la chaîne. Salut Quentin, bah, merci pour l'invite. Bah, ça me fait super plaisir. D'ailleurs, on avait tourné une vidéo la dernière fois, quand on était en Thaïlande, à Chiang Mai. N'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne SEO augmentée d'Amaury. On avait parlé réseaux sociaux, un peu analytics, tous ces sujets-là. C'était vachement cool. Et c'était la vidéo introductive, c'était la première interview que j'avais fait avec toi. Donc tu inaugurais C'est vrai. les interviews que je faisais sur ma chaîne SEO augmentée. C'est vrai, je m'en souviens. Et là, le but de cette vidéo, c'est d'être un peu plus sur le mindset entrepreneur, sur le côté business et surtout sur le côté SaaS, IA, qui sont un peu les gros enjeux, de ta vie et surtout les gros enjeux à venir aussi sur les prochaines années. On va parler de tout ça. Mais juste avant, pour ceux qui ne te connaissent pas, même si, encore une fois, je doute qu'il n'y en ait pas beaucoup, est-ce que tu peux te présenter pour la commu? Ouais, avec plaisir. Je crois que tu l'as dit, mais c'est Amaury Duval. J'ai globalement j'ai une chaîne SEO qui s'appelle SEO Augmenté sur YouTube. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai deux grosses casquettes. Une casquette où j'aide des entreprises à gagner en visibilité et mieux convertir, donc en faisant un peu de freelance sur la partie acquisition-conversion, avec une approche très orientée données de par mon parcours, parce que ingénieur Central Paris, la donnée m'a bien plu et du coup c'est comme ça que je me suis spécialisé là-dedans. Et au-delà de cette partie justement accompagnement concrète pour les entreprises, j'ai une grosse casquette SaaS, ce qui est le sujet de la vidéo, où justement depuis que je suis petit, je crois qu'à 12 ans j'ai commencé à programmer et j'ai trouvé un livre sur l'étagère de mon père et c'est comme ça que je m'y suis mis. Et en fait j'ai jamais lâché parce que je trouve ça trop chouette de pouvoir faire à un ordinateur ce que j'avais envie. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai créé des projets. Après, j'ai eu des petites réalisations qu'en fait, le business me plaisait bien et donc je voulais allier création de projet et business. Et j'ai commencé à créer plusieurs SaaS dans plein de sujets. Et après, je me suis spécialisé dans le SEO. En tout cas, pour l'instant, je suis spécialisé dans le SEO parce que c'est un sujet au-delà du SaaS qui me plaît bien. Et donc, j'ai créé plusieurs outils. Serpentix qui permet de créer le meilleur contenu pour Google, mais aussi pour les autres moteurs comme Bing ou les LLM maintenant, genre du ChatGPT équivalent. Et une petite galaxie d'autres outils qui permettent justement de résoudre des problèmes spécifiques dans ton SEO. Une deux pages pour la partie cannibalisation. Globalement, son nom, c'est est-ce qu'il faut créer une deux pages pour deux mots-clés. On ne pouvait pas faire plus simple. À la base, c'était comme ça que le nom est apparu. Et derrière, j'ai bien aimé le principe de une deux, et donc j'ai fait une deux backlink qui te permet de savoir combien il faut de liens pour te positionner sur un mot-clé donné. En mode vraiment très simple, plus que tous les outils où ils vont te donner la liste des mots-clés, ou la liste des liens, un truc pour experts. Mais là, c'est vraiment, ils te donnent une réponse avec un chiffre. Et d'autres comme Very Backlink qui permet de surveiller tes liens. Et là, dernièrement, une de GEO ou une de Geo, qui est la nouveauté du SEO du moment, qui pour l'instant te permet de transformer une requête SEO en une requête GEO en mode qu'est-ce que les gens pourraient chercher sur le chat GPT qui est pertinent par rapport à ce que tu veux chercher. Et avec plein d'autres choses qui arrivent là-dessus, parce que notamment sur Serpentix, maintenant tu peux optimiser pour les LLM. Bref, c'est un des gros sujets du moment. Non pas que le SEO disparaisse, parce qu'il y a encore plein de choses à faire là-dessus. Mais en tout cas, il faut commencer à envisager d'autres choses. Et je pense que ça va être un des sujets, des discussions qu'on va avoir aujourd'hui ensemble. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, je suis même pas sponsor, mais vous l'avez certainement vu dans beaucoup de mes vidéos short où je mets en avant les outils comme 1-2 backlinks, 1-2 pages. Parce qu'en fait, c'est des outils qui sont vachement utiles pour n'importe quel business. C'est gratuit, c'est super simple à comprendre et surtout, ça fait des grosses diffs sur les sites, sur le SEO. Et c'est vraiment cool. Déjà, tu réponds un petit peu Juste à pour mes futures questions. Ouais, dis-moi. Et pour répondre là-dessus, tu vois, en gros, j'ai vraiment à cœur de rendre les outils accessibles. Et donc, tu disais, c'est gratuit pour une deux pages, une deux backlink. Mais j'essaie d'avoir ça à peu près partout. J'aime bien le principe du freemium où tu peux en fait goûter avant d'aller plus loin. Et tu vois, même un Serpentix, par exemple, tu peux optimiser un contenu par mois gratuitement. Avec le lien qui est en dessous, tu pourras en optimiser deux le premier mois. Enfin, tu vois, genre, vraiment, j'aime bien, tu vois, mettre quelque chose disponible facilement. Par exemple, une de Géo que tu n'as pas encore eu l'occasion de tester parce que je n'en avais pas parlé. Mais pareil, c'est gratuit. Donc, Si, je l'ai testé. Je l'ai testé sur des requêtes. Ouais, si, tu m'avais envoyé un petit message il y a un petit moment. J'avais testé Trop ça. bien. Mais c'est marrant parce que tu me fais des très bonnes transitions pour toutes les étapes de la vidéo. Je vais juste faire
petite intro pour un petit sommaire pour savoir où on va. En gros, on va parler parcours vision dans un premier temps, après l'ESO en 2026, pour voir un petit peu les évolutions, ce que tu en penses et où on va. Après, on va forcément parler IA, automatisation, et on va finir par des questions SaaS, monétisation, et donc toute la partie freemium, acquisition de clients, gratuits, payants, toutes ces questions-là, on va les traiter au fur et à mesure, donc c'est cool que tu fasses des petites ouvertures là-dessus, et on finira par un petit oui-non, mais ça, c'est surprise encore. Du Allez, coup, c'est parti. tu nous as déjà fait une bonne liste de tes activités d'entrepreneur. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voulais aborder en plus? Et sinon, dans quel mindset t'es aujourd'hui par rapport à tout ça? Sur quoi tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie de développer? Où est-ce que tu as envie d'aller? Et comment tu priorises un peu tes projets? Ouais, bah, je pense qu'en termes de casquettes, on est déjà pas mal. J'ai plus de casquettes que de temps de dispo dans mes journées. Mais ce que j'ai vraiment à cœur, tu vois, c'est pour la partie freelance, c'est de choisir des partenaires, des clients avec qui je m'entends bien, sur des projets chouettes, ce qui permet, enfin, que je trouve assez complémentaire à la partie activité SaaS, qui est quand même la majorité de mon focus, mais qui me permet d'avoir cet aspect curiosité, cet aspect voir d'autres sujets sur lesquels je peux pas forcément accéder seul, parce que bah, juste c'est généralement des tailles d'entreprise qui sont difficiles en solopreneur enfin c'est pas des PME, tu vois, donc il y a des choses chouettes à faire là-bas. Donc ça, je trouve ça cool. Et tu vois, même si les clients devaient disparaître, je suis pas sûr que je les chercherais activement, mais je serais ouvert à remplacer. Et je suis même ouvert à voir des clients par rapport à ça, sans les chercher activement, parce que juste, je trouve que ça nourrit ma semaine. Donc ça, c'est plutôt enfin, je C'est trouve cool ça de le penser intéressant comme par ça. rapport à ça. Et après, bah, sinon, en termes, je crois que la question d'après, c'était quel est le Le mindset. mindset. Ouais, exactement. Je suis très optimiste et curieux de voir ce que va donner la suite. Parce que bah, avec les SaaS, tu vois, ça se passe bien. C'est un sujet qui globalement me passionne et donc me donne envie de me lever le matin. Donc j'aime bien ma vie actuellement avec cet équilibre-là et avec bah, le poids du corps qui est quand même mis sur le SaaS. Parce que je peux faire ce qui me fait plaisir. J'avais un appel avec ton associé juste avant qui me disait que globalement il a jamais vu un outil aussi complet et puissant que Serpentic. Tu vois. Et c'est ça qui me fait me dire, ok, bah, genre en fait, je suis ravi de m'être levé aujourd'hui et je suis C'est trop beau. content d'aller me lever demain, tu vois. Et donc ça me nourrit énormément et ça me donne envie de continuer et d'aller continuer à faire un outil qui est le plus simple, puissant et abordable possible. C'était l'angle d'approche au début. Je sais que tu as une question sur la MVP, donc tu pourras dire qu'on en a parlé à ce moment-là. Et donc ça, sur la partie, tu vois, concrètement, comment ça nourrit mon quotidien, je trouve que c'est vraiment très chouette. Donc vraiment très content par rapport à ça. Et sur la partie optimisme, je trouve qu'il y a la dynamique que prend l'IA actuellement est très intéressante parce que je ne te cache pas que je me dis, ok, comment va évoluer le quotidien dans le futur? Parce qu'il y a des choses que maintenant, enfin, je code moins, je prompte plus. Enfin, en gros, mon ratio, j'écris des lignes versus je supervise l'écriture de lignes est quand même plutôt en train d'aller dans la deuxième direction. Mais en même temps, je trouve que d'avoir cette compétence dev, ça me permet d'avoir une puissance de frappe sur Ouais, ce qu'on pourrait d'itérer appeler beaucoup le plus vibe vite. coding et tout ça. Et en fait, surtout de savoir où il m'amène et où j'ai envie de l'emmener pour pouvoir construire beaucoup plus rapidement des choses. Et je trouve que ma vélocité à produire a a largement progressé ces derniers temps grâce à l'IA. Et ça me permet d'aller chercher en fait plus de valeur pour mes clients et je pense que c'est assez chouette. Et donc, est-ce qu'un jour ça va nous remplacer? Enfin, je serais bien malin celui qui pourra le prédire. C'est les Mais, questions d'après, ça. mais donc C'est les voilà, questions super d'après. optimiste et content en fait de la direction que ça prend parce que je trouve qu'il y a des choses super chouettes à faire et accessoirement, tu vois, genre, bon, ce sera aussi les questions d'après, mais tu m'as posé des questions larges. Je C'est trouve vrai, que c'est tu vois, vrai, c'est le vrai. SEO évolue et je trouve ça aussi super intéressant de se poser les questions de ok, mais en fait, le SEO c'était un canal d'acquisition parmi plein d'autres. Maintenant, on parle de GEO. En fait, juste, les gens sont quelque part. Les gens qui ont un besoin pour tes produits sont quelque part. Comment tu fais pour être présent là où ils sont, quoi? Et j'adore cette vision. C'est exactement ce que je fais. C'est pour ça les réseaux sociaux, c'est pour ça plein de choses. Mm. Et c'est vrai que pour moi, c'est un peu la base de tout. En fait, le SEO, c'est déjà beaucoup plus large qu'il y a 10 ans.
où avant tu avais que Google, maintenant tu as Bing, tu as plein d'autres moteurs, tu vas avoir les produits, tu vas avoir toute la partie sur le contenu organique des réseaux. En fait, ça évolue énormément. En fait, c'est juste le fait de s'adapter au fur et à mesure. Mais c'est intéressant comme pont que tu fais. J'aime beaucoup cette vision. Si tu devais qualifier ton année 2025 en un mot, c'est un truc un petit concept que j'ai mis en place il y a 2-3 ans. Et en fait, chacune de mes années va suivre un mot, un peu un mot mantra, tu vois, un mot guide. Ce serait quoi pour ton année 2025? S'il y en a un qui qualifiait ton année. J'allais te dire croissance, mais je pense qu'il y a un mot qui pourrait être un peu plus. Peut-être plutôt déclic. Je pense que déclic, Ok, c'est le bon intéressant. mot. Ok. Et on va attiser la curiosité, on donnera la réponse sur une prochaine vidéo. Et du coup, pour finir sur la partie vision un peu entrepreneuriale, etc., c'est quoi la plus grosse erreur que tu as commise dans ton parcours et qu'est-ce qu'elle t'a appris, quel déclic en fait elle t'a apporté? Euh, je dirais que moi, mon point faible quand même, ça va être la vente. Et Ouais, comme je te disais en ok. toute présentation, en fait, juste de base, je pense que je suis plutôt un profil ingénieur. Donc, je vais construire d'incroyables produits, mais sur la partie vente, ça va être toujours un peu plus compliqué pour moi. Même si j'ai fait un double diplôme avec une école de commerce, ça a généralement que le nom, tu vois. Pour Et essayer de pallier à ça. ouais, mais parce que j'aime bien, enfin tu vois, genre je reste curieux, comme je te disais tout à l'heure, et créer pour vendre, je trouve ça super intéressant. Et en fait, c'est là où tu vas avoir. Enfin, vendre, c'est quand même ça qui nourrit, enfin qui est le sang de la capacité à créer. Totalement. Et donc plutôt pour ça. Et je dirais que ma plus grosse erreur, c'est de pas penser forcément vente au début. Et tu vois, donc je te disais que j'ai créé plein de projets, j'ai essayé de créer des SaaS à plein de reprises. Et en fait, au début, j'ai passé peut-être 1 an à créer un produit que j'ai pas essayé de vendre ou que j'ai essayé de vendre trop tard, et c'était dommage. Après, je me suis dit, ok, mais en fait, j'aime pas vendre, donc je vais m'associer. Et là, pareil, pas mal de désillusions là-dessus. Et donc, après ça, je me suis dit, ok, mais en fait, juste, je vais arrêter de déléguer cette partie-là et je vais me focaliser là-dessus. Et depuis que je fais ça, bah, ça marche mieux, tu vois. Mais Ouais, c'est un peu carrément. les erreurs où tu te dis, mais en fait, si j'avais pu éviter ça il y a 10 ans, peut-être que j'aurais gagné un petit moment quand même enfin, quelques années, quoi. Et donc, je dirais que c'est ça, mais ce qui est, je pense, trop classique dans l'entrepreneuriat, enfin, entreprendre, c'est vendre. Carrément. Et c'est un bon parallèle qu'on avait fait aussi avec Jackie, qui était passé sur ma chaîne, où justement il y avait ce côté de faire du SEO et faire de l'acquisition et monétiser. Et qui sont deux bulles vraiment très très différentes et Ouais, pas facile à lier au final. Et quand tu arrives à lier les deux, là c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal pour ton ouais, de activité, ouf. ton business, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est soit ça va être une passion et tu vas faire de l'acquisition, soit tu vas être très fort pour monétiser, mais tu auras plus de difficultés à venir faire de l'acquisition en fait. Et il faut réussir à trouver le juste milieu et c'est une double casquette qui est un peu complexe à avoir Mais aussi. t'as pas forcément besoin de le faire seul, tu vois. Ouais, Mais il faut trouver les totalement, bonnes je suis personnes. totalement Enfin, d'accord. je pense que soit tu as les deux et c'est jackpot, soit tu n'en as qu'une et c'est pas grave, il y a quelqu'un d'autre qui pourrait avoir l'autre, mais s'associer, c'est comme se marier, tu vois. Je pense que ça se fait pas à la légère et c'est un sujet compliqué sur lequel je suis encore en train d'évoluer. Bah, nous tous, hein. Nous tous, moi aussi j'ai eu mes désillusions et des succès à côté, donc ouais, faut voir au fur et à mesure. On passe au SEO en 2026. Avec Selon plaisir. toi, ça va Avec ressembler à plaisir. quoi le SEO? Ah, Je serais tenté de te dire encore que une question très large, mais j'ai hâte de ta réponse. Euh, à quoi ça ressemble le SEO en 2026? Je pense que ça a continué la dynamique qu'on a jusqu'à présent. Enfin, en fait, le SEO a déjà commencé à évoluer les dernières années. On a une part de marché de la recherche traditionnelle sur Google qui baisse parce que l'usage change. Et en fait, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter le SEO, c'est super important, mais tu n'as pas forcément toutes tes recherches qui vont être sur Google avec le moteur classique, avec cette petite encadrée où on fait une recherche courte traîne, enfin tu vois, genre un mot-clé court. Il y a l'apparition d'autres réseaux, et tu le fais super bien avec les réseaux sociaux. En fait, je pense que je suis trop vieux pour ça, mais les gens cherchent sur TikTok. Et,
Je sais que ma copine va chercher sur Instagram. Bref, en fonction de ton âge, en fonction de ta démographie, tu vas aller chercher ta réponse à d'autres endroits et avec d'autres formats. Tu vois, moi, quand je cherche un resto, je vais aller sur Maps. J'irai jamais sur Google. Et donc, en fait, il faut être capable de se poser la question de où les gens qui vont chercher ce que tu proposes sont. Et ça peut être sur Google, mais ça peut être ailleurs. Et donc ça, je pense que cette dynamique-là, elle a commencé il y a déjà plusieurs années, mais elle va continuer. Donc, tu as les termes de search everywhere qui sont apparus, ce qui, je pense, représente bien ça en fait, il faut être partout. Donc, ça élargit un petit peu le spectre de ton travail. Mais être partout, ça veut dire aussi être sur Google. Et ce qui change majoritairement, et je pense que ce à quoi tu faisais référence là, c'est l'apparition des intelligences génératives, enfin des IA génératives. Et je pense que ça, c'est super intéressant. Moi, je sais qu'il y a une partie de mes recherches que je vais faire là-dessus, notamment tout ce qui va être très contextualisé. Si c'est, tu vois, genre, je travaille pour une conf sur le sujet, mais installation panneau solaire, ça, je vais le taper sur Google. Mais par contre, si je veux des questions, enfin, tu vois, si je veux des détails sur, ok, mais comment bien choisir ces panneaux solaires, comment bien choisir l'installation, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des aides et tout ça, bah là, je vais plutôt aller sur de l'intelligence générative parce que ça va me permettre de contextualiser avec ma situation. Et d'interagir avec lui, tu vois, en disant t'as rien compris, je voulais plutôt dire ça, ou alors au contraire, voilà mon cas particulier, comment ça s'applique, en faisant attention parce que des fois il raconte un peu n'importe quoi, mais on va pas faire le boomer et se dire qu'il faut pas s'en servir, non, il faut juste bien gérer ça. Et là où je trouve que le SEO garde quand même cette place super importante, c'est que les IA vont utiliser un index quelconque, que ce soit leur, que ce soit Google, que ce soit Bing, pour aller chercher la source d'information. Parce que, ok, tu veux savoir quelles sont les subventions pour tes panneaux solaires, chouette, mais en fait, juste l'IA, elle n'en sait rien, tu vois. Ok, elle a pu lire dans son entraînement, mais si elle a été entraînée il y a un an pour cette dernière version-là, en fait, elle ne sera pas à jour, donc elle va aller regarder sur Google ou Bing, et c'est les résultats qui apparaîtront là qui vont être cités, et donc utilisés pour faire ta réponse. Et donc, si toi, tu es cité, si tu es présent sur les moteurs, tu vas pouvoir aller influencer les réponses de tes IA. Donc, en fait, être sur Google, être sur Bing, c'est bien en tant que tel, parce que ça te permet de te positionner sur les requêtes qui sont faites sur ces moteurs-là, mais ça permet aussi de se positionner sur les moteurs qui vont utiliser cette source de formation pour faire leurs réponses. Et donc, c'est un peu d'une pierre deux coups. Et je pense que faut le voir en fait comme une présence globale. Tu vois, là, par exemple, pour des clients, on achète du lien et on essaie de voir, ok, mais quels sont les liens des concurrents, tu vois, la synchronicité quels sont les liens partagés par différents concurrents, mais ok, quels sont les sites qui sont cités par les IA sur lesquels on pourrait avoir un peu ce double effet de je veux me positionner sur Google en ayant la même puissance que mes concurrents, mais je veux aussi me positionner sur les IA. Et donc, comment je peux faire un paiement, plusieurs impacts, quoi. Carrément. Ouais, je suis d'accord qu'en fait, tes stratégies SEO gardent une même base, mais évoluent avec l'IA. Et il faut que tu essayes justement d'être un petit peu partout à droite à gauche. Et c'est assez intéressant ce que tu disais sur la partie des recherches. Je suis totalement d'accord. Et moi, je le vois d'une façon où en fait, tu vas vraiment avoir... Chaque typologie de recherche va être à un endroit différent et en même temps partout. Dans le sens où tu disais qu'il faut être partout. Et en même temps, tu disais que chacun va chercher un type de format. Et en fait, tu vois, c'est la base aussi des réseaux, de comment je l'ai pensé au début. C'était de me dire, ok, mais en fait, les personnes ne cherchent pas forcément l'information, tu vois, sur Instagram, sur le SEO, etc. Ce qui est pas ça n'a pas du tout vocation à la base à être sur Instagram. Et en fait, le fait de le tourner, de changer le format et de le tourner en format short, c'est ça qui a fait la différence sur ce type de contenu. Et du coup, c'est intéressant d'aller essayer aussi beaucoup de formats sur toutes les plateformes et de voir ce qui marche. Et après, sur les IA, je suis totalement d'accord. Moi, sur toute la partie informationnelle, je vais parler énormément avec ChatGPT, je vais lui poser toutes mes questions. Et par contre, derrière, pour le produit, pour aller acheter le produit, je vais aller sur Google. Ça va être ça potentiellement. Et sur Google Maps, si c'est un resto, et potentiellement sur TikTok, pour voir les vidéos à l'intérieur du resto, si c'est un resto un peu quali qu'on veut, etc., etc. Mais non, super intéressant, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Et ça m'amène une deuxième question. Ouais, vas-y. Et tu vois, juste pour prolonger, en fait, je sais que j'ai rajouté la partie IA dans Serpentix, et en fait, ça me permet d'avoir énormément d'informations sur... En fait, c'est globalement les mêmes enjeux, tu vois. Tu vas avoir besoin d'avoir le contenu qui est optimisé pour être positionné. Et en fait, tu as un ADN
cohérent entre les contenus qui sont proposés par ChatGPT, qui sont proposés par Google, qui sont proposés par Bing. Et en fait, par rapport à ça, en fait, juste si tu fais le contenu qu'attend le moteur, enfin, tu vois, genre l'algorithme quelconque, c'est comme ça que tu vas pouvoir aller te positionner. Et donc, quand tu t'es formé pour ton SEO, en fait, dans les grandes lignes, les mêmes compétences te permettent d'aller sur ces autres canaux qui ont globalement les mêmes formats. Tu vois, je sais que par exemple, dans les résultats que j'ai trouvés, Bing est encore plus sujet à de l'optimisation sémantique. Enfin, tu vas aller un peu plus fort sur les occurrences. Les LLM vont aussi avoir un petit peu dans cette direction-là. En fait, tu vas avoir des contenus qui sont plus longs sur certains LLM, plus courts sur d'autres. Et juste, c'est les mêmes leviers. Il faut les mettre à des positions un petit peu différentes pour arriver à créer du contenu qui va te permettre de te positionner là où tu veux, quoi. Carrément, carrément. Et ça répond un petit peu du coup, à la deuxième question que j'allais enchaîner. Mais comme les SERP aussi, je pense à Google iMode, etc., arrivent en IA first, un petit peu avec des réponses déjà générées au début. Comment les créateurs de contenu et tous ceux qui ont des sites web, des business en ligne, doivent réagir à ça? Tu l'as dit un petit peu avec la partie autorité, avec la partie sémantique, occurrence, etc. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu vois qu'il faudrait pousser pour justement réussir à apparaître aussi dans ces premières réponses d'IA? Tu vois, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que, bon, là, je suis à l'étranger, donc la question ne se pose pas. Mais même quand je suis en France, je me mets en VPN. Et même, tu te mets à Monaco. Bref, Monaco, Suisse. Enfin bref, tu te mets à côté de la France. Et du coup, c'est des pays un petit peu moins bridés légalement. Donc, l'IA mode y est déjà. Et je trouve que ça permet d'avoir un petit peu ce pas en avance de, pour l'instant, la France est préservée. Merci aux restrictions législatives, mais ça va arriver. Hein. Juste le sens de l'histoire est que l'IA mode, l'IA overview, enfin tu mets le nom que tu veux dessus, va apparaître et ça va prendre le haut de la SERP pour certaines requêtes. Parce que c'est pertinent. Si tu as une requête extrêmement informative, combien de temps il faut cuire mon œuf, tu avais déjà un peu cette position 0, il va te dire 8 minutes, tu vois, si tu le veux. Bon, je ne suis pas un expert en œuf, mais je me suis lancé dans un sujet dangereux. Mais bref, il va te donner la réponse en fonction du type d'œuf que tu veux. Et tu vas avoir la même chose sur plein de choses avec des réponses qui sont générées par rapport à ton contexte, par rapport à potentiellement ton historique avec du Gmail, etc. Mais en fait, tu avais déjà la même chose sur des SERP très agressives en ads. En fait, ton résultat organique, il était à je ne sais pas combien de scrolls entre une maps, les ads. Mais en fait, premier résultat organique, il est invisible. Totalement. Et donc, je pense que ça va se prolonger, mais en fait, ça revient toujours à la même chose de où sont tes clients. Et c'est pas parce qu'ils sont sur Google qu'ils sont sur Google organique. Totalement. Totalement. Ça me fait une très belle transition. Justement, qu'est-ce que tu vois comme évolution comme nouveaux enjeux, on va dire, plutôt, sur le SEO, mais surtout sur la partie contenu organique? En fait, qu'est-ce qu'il faut faire demain pour être visible avec du contenu organique et justement sans payer de ads, sans aller travailler ça, sans avoir à la base une base mail, etc., etc. Vraiment full focus contenu organique. Tu vois, je pense que c'est pas forcément la bonne approche d'entreprise, déjà, de faire ça, de te dire je veux faire que de l'organique. Ouais, chouette, tu vois, mais est-ce que c'est cohérent? Donc déjà, j'essaierai de prendre un peu de recul et me dire, ok, mais en fait, où sont mes clients? Ce qu'on disait tout à l'heure. Et se dire, en fait, si j'ai un budget, je vais devoir prioriser. Peut-être que l'organique peut être un bon début, mais savoir ce que je vais en faire. Il y a encore des requêtes où c'est extrêmement pertinent, il y a des requêtes où ça l'est un peu moins. Il y a besoin d'un site d'autorité pour aller potentiellement ouvrir des portes sur l'IA générative derrière. Mais en fait, j'essaierai de réfléchir à, ok, où est-ce que je veux me positionner? Est-ce que je fais un peu de contenu vidéo? Est-ce que je fais un petit peu de contenu réseaux sociaux? Est-ce que je fais de l'organique? Est-ce que je fais de l'ads? Et je pense qu'en fait, tes canaux se nourrissent entre eux. Tu vois, on sait par exemple que dans le SEO classique, le trafic va être important. Et le trafic autre que juste des gens cliquent depuis Google. Et donc, si tu as des canaux qui t'apportent du trafic, ça va booster ton site. Tu le sais très bien, on en avait discuté. En gros, d'avoir ça, ça va être cool. Et donc, si tu as travaillé un autre canal en parallèle de ton SEO, ça peut le faire ça peut le faire naturellement. Et c'est plutôt qu'est-ce que tu vas avoir comme externalité d'une vraie entreprise qui fait que tu peux avoir
pas trop de dépendance à un canal, parce qu'on parle de Google, on sait qu'il y a des mises à jour, enfin, on sait qu'il y a plein de choses qui se passent, et donc il faut surtout pas dépendre d'un seul canal, mais c'est vrai pour tous les autres. Si tu te fais bannir ton compte Instagram, j'ai entendu des gens très bien à qui c'était arrivé, et ben tu vas avoir des problèmes dans ton acquisition. Et donc c'est plutôt, j'ai pas répondu à ta question, mais je pense que je pourrais quand même aller rajouter un truc sur qu'est-ce que tu peux faire en organique pur. Mais je pense que la bonne approche, c'est plutôt de te dire, ok, j'ai plusieurs canaux. Tu vois, par exemple, j'ai un client, il fait beaucoup d'ads et on fait du SEO en plus. Et il y a des requêtes, en fait, il va y avoir ses ads, puis son SEO, et en fait, derrière, il va manger la SERP comme ça. Et ça, c'est super intéressant parce que si tu cliques pas sur les ads parce que tu n'aimes pas quand il y a écrit sponsorisé, c'est pas grave. Je suis là aussi en organique. Et donc, en fait, ton organique, enfin, tu le regardes sur ta Search Console, en fait, juste ça fait du clic. Tu le regardes sur ton Google Analytics, ça peut faire du clic et ça peut faire du client. Enfin, j'ai des gens chez qui ça fait vraiment du client, quoi. Et je pense que ça peut vraiment être rentable de faire du SEO. Et ça sera aussi dans le futur, tu vois, parce que si Google change ses règles, potentiellement en fonction de ta typologie d'entreprise, Bing c'est super intéressant. On n'en parle pas beaucoup, mais j'ai eu des clients pour qui tu avais des gros clients, genre dans de l'administratif, ce genre de choses. En fait, Bing c'est Google en moins avancé, on va dire. Et tu vas avoir des administratifs qui sont avec un service informatique qui leur bride à utiliser Edge, qui du coup ont Bing comme moteur de recherche par défaut. Et c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir écrit Google, il a écrit Bing. Et en fait, sauf que la valeur d'un clic est beaucoup plus élevée parce que c'est des paniers moyens titanesques. Et dans les grands enjeux, c'est les mêmes méthodes, tu vois. Ouais, encore une fois, savoir où sont tes clients et ton persona type en fait. Et après, tu peux aller les taper. Donc là, par exemple, dans l'exemple que tu donnes, aller taper Bing, c'est le meilleur cas. On ne va pas forcément aller optimiser pour Google. Parce que tu sais que ta clientèle et que tes gros paniers sont sur Bing. Ouais, c'est pas exclusif, tu vois. Tu vois, dans ta page, si tu l'optimises bien, il va y avoir des petites différences et ça, tu peux les voir, tu vois, dans tes guides sur Searchmantix. Mais dans les grandes lignes, tu peux arriver à avoir un contenu bien optimisé pour Google, bien optimisé pour Bing et arriver à aller scorer des deux côtés. Clairement. Et moi, ce que je vois beaucoup et ce qui semble bien marcher, et ce que je fais un petit peu aussi, c'est le réfléchir par écosystème avec 2-3 canaux qui viennent, comme tu le disais tout à l'heure, s'alimenter l'un l'autre et en fait qui vont avoir des objectifs différents. Je pense notamment, dans mon cas, ça va être Instagram et potentiellement TikTok pour venir faire de l'acquisition et de la viralité. On va avoir du YouTube pour venir générer toute la partie confiance, autorité. Et après, il y a potentiellement ma newsletter aussi. Et après, il y a mon site pour aller vraiment convertir avec le formulaire, les cas d'études, ce genre de choses. Et en fait, les trois sont interconnectés. Les deux, donc YouTube, newsletter et réseaux sociaux, TikTok, Insta, vont venir pousser le trafic vers mon site web, donc potentiellement, comme tu le disais, le SEO, etc. Et en fait, tout est interconnecté, ce qui fait que si je perds Instagram ou TikTok, parce que c'est jamais les deux en même temps, mais on va limiter quand même, au moins il y a le reste qui peut venir compenser une partie, et au fur et à mesure, je capitalise sur ces réseaux parce que je récupère des datas dans ma newsletter, j'ai de l'email, etc., etc. Et en fait, je pense qu'il faut le réfléchir vraiment en un écosystème qui est performant, qui vient toucher la partie acquisition, visibilité, une partie autorité et une partie purement conversion. Et après, ça peut passer par plein de réseaux sociaux. Dans mon cas, ça pourrait être LinkedIn, c'est pas le cas, mais ça pourrait être LinkedIn, ça pourrait être plein d'autres choses. Et je pense que c'est un peu la vision, enfin en tout cas c'est la vision que moi j'ai avec mes clients sur les prochaines années, vraiment faire des écosystèmes avec des process bien définis sur chaque et que tout soit interconnecté. Et il n'y a pas besoin d'en avoir énormément. Tu peux le faire qu'avec ton site web, un réseau social et une base mail. Ça marche très bien aussi. Il faut juste que ce soit rodé et que ça tourne, quoi. Et après, tu viens expand, comme le SEO au final. Tu te niches énormément au début et après, tu expands tes mots-clés. Là, c'est la même chose avec ton contenu. C'est un peu ça la vision que j'ai sur cette partie organique. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Et, tu vois, et je pense que tu as un sujet Enfin, tu as deux étapes, tu as deux moments. Un moment recherche, parce que tu ne sais pas forcément de base ce qui va fonctionner pour toi. Et donc, tu testes des choses et tu vois ce qui marche le mieux et c'est là où tu vas t'étendre. Et une fois que tu t'es étendu, derrière, tu peux aller diversifier sur d'autres canaux. Et je trouve que sur un business qui commence à avoir un peu trouvé ses canaux, essayer de réduire la dépendance à un canal à moins de 30%, c'est plutôt sain
pour se dire, bah, en fait, ok, ça reste beaucoup si tu as 30% de chute, mais ça peut modérer, tu vois, le risque vital pour l'entreprise de se dire, ok, bah, un canal, c'est 30% max, et ça me permettra, enfin, ça m'obligera pas à licencier tous mes employés si je me fais sauter là-dessus, quoi. Carrément. Et tu me fais encore une magnifique transition, c'est exceptionnel. Parce que la question d'après, c'est pour toi, c'est quoi les KPI à suivre en SEO, mais aussi en business, du coup en 2026. Et je trouve que c'est vachement intéressant et je le remets. Les 30% pour un canal, c'est maximum, parce que sinon, après, tu deviens trop dépendant et tu peux tout perdre trop vite. Si tu es cut sur Google, il y a une mise à jour, tu perds énormément de trafic. Je l'ai vécu sur un site. Bah, en fait, ça fait très très mal parce qu'à côté, tu n'as pas voulu mettre en place de base mail ou de ads ou de réseaux sociaux et capitaliser dessus. Il faut faire attention. Et 30%, je pense que c'est vraiment le maximum à avoir sur un canal en dépendance. Après, tu vois, t'as toujours ces deux étapes où tu as une phase de recherche, tu vois, de lancement, où en fait, bah, te diluer sur trois canaux, tu vas avoir des problématiques aussi d'investissement. Et si tu n'es pas capable d'investir assez, tu vas pas pouvoir grossir. Donc, voilà, toujours, tu as des étapes de vie. Mais une entreprise qui commence à comprendre un petit peu son acquisition, bah, il y a un moment où il faut se sécuriser aussi, tu vois. Et surtout, tu as de là, l'IA aujourd'hui. Tu as de l'IA aujourd'hui qui peut te permettre de le faire rapidement. Tu vois, un contenu texte sur ton site web, ça se fait rapidement en format short que tu vas publier sur Insta, TikTok, YouTube Short. Et tu as fait tout ça en 3 minutes. Et au final, tu testes 3 canaux. Mais tu gardes celui qui te rapporte techniquement le plus de résultats derrière et t'itères au fur et à mesure. Après, tu vois, je reste toujours un petit peu modéré sur cette automatisation. Moi, je sais que sur ma chaîne YouTube, par exemple, je fais du format long. Oui, ça dépend Et de comment derrière, tu fais. j'ai l'IA qui me génère du short. Et le short va pas fonctionner très bien, mais pour autant, le ratio coût-effort, enfin coût-intérêt, est quand même bon parce que juste vu qu'il est très peu coûteux, bah, ça vaut le coup que je continue à mettre du short. Mais tu vois, je pense qu'il y a quand même un niveau d'investissement sur un canal en particulier. Enfin, tu vois, tu vas pas te dire je vais mettre partout et on verra ce qui colle. Ça peut être une stratégie, mais je pense qu'il y a quand même. Enfin, tu vois, tu fais pas les mêmes contenus sur YouTube, tu fais pas les mêmes contenus sur TikTok, sur Totalement. Insta. Totalement. Donc, je pense qu'il y a toujours un truc de adapter et enfin, il faut avoir le bon process, quoi. Clairement. En fait, voilà, la façon dont je réfléchis, c'est un très bon sujet. La façon dont je réfléchis mon contenu à chaque fois, c'est un format pour un réseau social maître, on va dire. Par exemple, mes vidéos short, ça va être full focus sur Instagram. Je vais faire ce qui plaît à Instagram techniquement, mais par contre, je me dis, à partir du moment où je l'ai fait, où j'ai fait le short, autant capitaliser dessus et aller le mettre sur mon site, aller le mettre sur YouTube Short, aller le mettre sur TikTok. C'est plus dans ce sens-là. Mais par contre, je vais pas venir faire les optimisations pour qu'ils performent à tous les coups sur TikTok, etc. Parce que là, ça peut être le cas, mais il y a aussi une part de chance et de plein de petits critères qu'il va falloir modifier. Et du coup, le temps que tu passes, à voir si c'est rentable ou pas. Mais en tout cas, moi, je pense toujours un post pour un réseau maître et après, je l'envoie un petit peu partout. On voit si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. J'aurais perdu 2 minutes de mon temps. Et comme ça, tu capitalises sur un où vraiment tu t'en fais ton canal principal, quoi. Ouais, mais je suis carrément d'accord. Enfin, c'est exactement le process que je te racontais tout à l'heure. C'est les vidéos longues et derrière, en effet secondaire, en fait, en gratos, en coût marginal quasi nul, j'ai d'autres choses qui peuvent être générées par de l'IA, effectivement. Et du coup, bah, je vois ce que ça donne et surtout, ça permet de démultiplier l'effort, enfin, ou les résultats à partir d'un seul effort. Et donc ça, c'est plutôt très malin, je pense. Ouais, carrément. Et c'était quoi du coup la question? Parce que je pense qu'on a des. C'était les KPI. On a dévié, mais t'inquiète. Ah, c'était les KPI, exactement. Les KPI qu'il faut suivre à la fois SEO, à la fois business. Je dirais que sur toute partie SEO, tu vas avoir un truc qui me manque beaucoup moi sur la Source Console par exemple, ça va être le nombre de mots-clés positionnés. Ça tu l'as pas, il n'y a pas de courbe là-dessus, c'est un peu chiant mais c'est comme ça. Je pense que tu vois, ça va être un ratio de, tu vas avoir ton trafic classique, tu vas avoir le nombre de mots-clés positionnés, tu vas avoir les mots-clés qui ne sont pas marques, parce que ça va aussi être super important par rapport à ta stratégie d'acquisition. Et par rapport à ton SEO, je pense que ça va être ça les grandes lignes. Quand tu vas faire ta stratégie, tu vas aller faire un audit sur OK, mais qu'est-ce qui est fait chez mes concurrents, tu vois, genre en mode
Dans ta stratégie de construction, c'est combien de pages ont globalement tes concurrents, ça va te donner un ordre d'idée de combien de pages il va te falloir, combien de liens ils ont, ça va te donner un ordre d'idée de combien de liens tu as à avoir, à quel point ils sont optimisés en termes de contenu, ça va te donner un peu un ordre d'idée d'à quel point ça va être compliqué à optimiser. Et une fois que tu as ça, tu vois, tu déplies ta stratégie. Là où je trouve que c'est un petit peu trop sous-exploité, c'est en fait ton SEO, il faut qu'il ait une valeur business. Et ce qui est problématique, c'est que ta Search Console ne va jamais te dire combien tu as fait de business et dans Analytics, ça ne va jamais te dire quel mot-clé t'apporte du trafic. Et donc, ils sont taquins là-dessus parce qu'ils veulent que tu achètes de l'ADS, hein, c'est leur business. Mais du coup, si vous voulez, on va peut-être pas passer 1h30 là-dessus, mais j'ai fait une vidéo sur ma chaîne sur Analytics justement, parce que de mon background, j'adore ça. Et donc, j'ai fait un peu justement les KPI sur Google Analytics. Et en fait, ce qui est trop souvent délaissé, je trouve, sur Analytics, c'est la capacité à créer des événements et à créer justement un suivi de la valeur business. Quand tu as un site e-commerce, généralement, tu as un plugin qui va te permettre de faire remonter le chiffre d'affaires. Ok, super. Encore faut-il l'avoir fait, parce que si tu sais juste quel est ton trafic, c'est super bien de savoir que tu as eu 1000 visiteurs aujourd'hui, mais tu voudrais surtout savoir à quelle page t'apporte du business, où est-ce que tu peux prioriser tes efforts. Et si ce n'est pas le cas, si tu n'as pas un plugin qui le fait tout seul ou tu n'as pas un système de chiffre d'affaires, tu as des façons d'aller suivre et justement configurer ça, soit nativement dans Google Analytics, soit en utilisant des outils comme Google Tag Manager qui te permettent de structurer ça un petit peu intelligemment. Et si tu ne sais pas faire, tu demandes à quelqu'un. Et du coup, l'idée, c'est qu'il faut que tu saches impérativement suivre les conversions. Et ce n'est pas forcément des conversions définitives, genre achat, mais les conversions intermédiaires. Combien de gens ont téléchargé ton lead magnet? Combien de gens ont fait une demande sur un formulaire de contact? Tu vois, si tu fais un site qui fait générer des prospects, combien de leads tu as généré, tu vois? Et une fois que tu as ça, derrière, tu peux avoir de la visibilité. Ok, on se disait, tu veux avoir moins de 30% de ton acquisition qui est sur un canal. Mais à la limite, tu vois, si tu as 90% de ton trafic qui est sur un canal, mais 10% de tes leads, ok, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller mettre ton effort là-dessus, sachant que 90% de tes leads viennent de 10% de ton trafic, du coup, tu vois. Et si tu n'es pas capable d'avoir cette visibilité-là, tu ne vas pas savoir ce qui compte vraiment, parce que l'objectif, ce n'est pas d'avoir plus de trafic. Ça, c'est chouette sur un post motivation sur LinkedIn. Non, ce que tu veux, c'est avoir du business. Et ça, pour être capable de savoir ce qui t'apporte du business, il faut bien le mesurer et il faut bien le traquer. Et je pense que du coup, ça va dépendre de ton type d'entreprise. L'idée, idéalement, c'est de savoir qui t'a apporté quelle marge. Mais tu peux aussi te dire, en fait, si je ne peux pas avoir ça, je vais avoir mon chiffre d'affaires. Si je ne peux pas avoir ça, je vais avoir le nombre d'achats. Si je ne peux pas avoir ça, je vais avoir le nombre de leads. Et en fait, tu t'adaptes par rapport à ce que tu peux suivre. Et surtout, derrière, tu fais des tableaux de bord et tu suis ça, quoi. Ah, carrément, je suis très très d'accord. Déjà, avec les Vanity Metrics, nous on le voit beaucoup sur la partie réseau, les vues, les abonnés, etc., qui au final ont aucune incidence sur ce que tu vas générer d'un point de vue business. Il y a des comptes Insta qui vont faire 5000 abonnés et qui vont faire 50 000 euros par mois. Il y a des comptes Insta à 100 000 ou 200 000 abonnés qui vont en fait faire zéro mensuellement. Et je suis totalement d'accord et c'est un gros problème que j'ai vu sur beaucoup de clients. Le tracking au début et parfois même pas CT. Ce qui veut dire que en fait, tu as un business en ligne, tu n'as aucune idée de comment piloter ton business parce que tu ne sais pas sur quoi te baser. Et pour moi, il faut absolument suivre à partir du moment où tu as du contenu, tu arrives à avoir de la visibilité entre guillemets. Donc ça marche sur les réseaux sociaux, ça marche sur le site web. Savoir la personne provient de tel contenu, donc elle a techniquement tel intérêt. Quelle action elle va faire? Est-ce qu'elle va remplir un formulaire? Est-ce qu'elle va télécharger un lead magnet, etc., etc. Et qu'est-ce qui l'amène à la conversion? Et en fait, en détaillant et en coupant étape par étape, comme tu le disais, en fait, tu es en mesure de savoir sur quoi tu vas mettre tes efforts, tout simplement. Moi, je l'ai avec mes réseaux sociaux. Et ce sera d'ailleurs le sujet de la conf qui sera peut-être passé d'ici là, mais qu'on va faire au SEO Summit avec Arnaud, qui est un petit TikToker SEO aussi. Comment on fait du business aujourd'hui avec les réseaux sociaux? Tout simplement, je sais exactement ce que je vais mettre en avant. Je vais mettre en avant Serpentix, je vais mettre en avant telle astuce SEO. Je sais que la personne est intéressée par ça. Elle est qualifiée dans mon CRM. Je peux lui envoyer des emails avec des pain points très spécifiques. Et je sais que tel email, derrière, a converti sur un accompagnement, sur un coaching, quoi que ce soit. Et en fait, chaque étape, je suis en mesure de traquer et de savoir. Et je suis en mesure derrière de me dire, ok, ça me génère
X euros, ou ça marche pas du tout, ou ça me fait beaucoup de leads, du coup c'est cool pour la base mail, mais par contre derrière je fais aucune conversion, etc. etc. Et en fait tu pilotes comme ça. Et je pense que on en parlera après sur la partie SaaS, mais je pense que c'est un des très bons moyens aussi que tu as pour savoir où aller, et pareil pour les features, pour l'ensemble, quoi. Ouais, pour tout, tu vois, notre temps est limité. Enfin, t'as beau avoir des gens qui bossent avec toi, t'as beau avoir toutes tes journées possibles à te dédier à ton business, bah, ton temps il reste limité, tes ressources restent limitées. Enfin, autant travailler sur ce qui fonctionne, quoi. Carrément, itérer au max. Ce qui m'intéresse là beaucoup, c'est la petite partie IA, automatisation. Mhm. Qu'est-ce qui pour toi peut être 100% automatisé en SEO aujourd'hui avec l'IA? Quelle tâche aujourd'hui un consultant SEO par exemple n'aurait plus du tout besoin de faire parce qu'il peut déléguer 100% de cette tâche-là à l'IA et que ce soit bien fait? Bah, tu vois, j'ai pas envie ni d'être un boomer, ni d'être suroptimiste. En fait, je pense que tout peut être. Je sais que j'utilise l'IA à peu près dans tout. Est-ce que je délègue tout à l'IA? Pas forcément. Euh, je pense que l'IA peut t'aider pour ton étude de marché. Je pense que l'IA peut t'aider pour ta génération. Est-ce que l'IA va tout faire pour toi? Je suis pas sûr non plus. Euh, pour l'instant, je pense qu'on est encore dans ce principe de coexistence. Et c'est pour ça que tu vois, quand j'ai créé ma chaîne, je l'ai appelée Si Augmenté. Parce que justement, j'aime bien ce principe de, avec les bons outils, tu peux augmenter tes performances. Et je pense qu'on est encore là-dedans. Tu vois. Est-ce qu'un jour, l'IA fera tout pour toi? Peut-être, sûrement. Est-ce que. Franchement, je ne saurais pas quoi te répondre par rapport à ça. En vrai, concrètement, moi, j'utilise l'IA pour tout. Mais il n'y a pas de moment où l'IA prend le mail de mon client et lui fait une réponse directe. Tu vois. Carrément, carrément. Mais en fait, c'était surtout une question pour ouvrir sur la suite. Parce que ma question d'après, ça allait être, et c'est le parfait moment, je pense, pour te la sortir. Est-ce que pour toi, l'humain reste quand même indispensable malgré l'utilisation de l'IA, et que ce soit aujourd'hui ou que ce soit demain, 2026, 2030? Est-ce que tu penses qu'il y aura toujours ce besoin de l'humain pour utiliser l'IA et du coup pour faire des humains augmentés, mais pas du tout en fait à l'inverse pour remplacer l'humain sur des tâches spécifiques? L'humain serait remplacé sur des tâches spécifiques, assurément. Tu vois. On peut prendre l'exemple du SEO ou ce qui était ta question juste avant, mais sur la partie code, par exemple. Moi, j'utilise énormément l'IA. Est-ce que pour autant, ça me remplace? En partie. Enfin, là où, tu vois, je sais que tu as une question MVP, tu vois. Mais mon MVP, une, deux pages, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne perso, SEO augmenté, où je parle SEO. Il y a une chaîne Amaury Duval où je parle justement plus de cette partie SaaS. Sur ma chaîne Amaury Duval, j'ai fait un build-in public de une, deux pages. Je pensais que ça me prendrait une demi-journée pour le MVP, où il y avait deux champs et il te faisait la réponse de une ou deux pages. Je pensais que ça me prendrait une demi-journée, ça m'a pris 2 jours. Voilà. Bon. C'était le début, j'étais peut-être pas à l'aise avec la techno, machin. Ce qui reste pas mal, hein, pour faire un petit SaaS 2 jours, ça reste raisonnable. Là, sur une 2 Géo, ça a mis 2 heures. Après, c'était il y a 2 ans, tu vois, je suis content que ça me prenne moins de temps, mais parce que j'ai utilisé beaucoup plus l'IA. Après, est-ce que l'IA aurait pu tout faire tout seul et faire à 0 seconde de moi, tu vois? Je sais pas. Et c'est pour autant, je suis très content de ce gain en productivité. Et je sais que tu vois, là, mon MVP 1.2 Géo a déjà de la valeur et je sais que je m'en sers même pour des clients. Mais je pense que je peux aller beaucoup plus loin. Et là, il va y avoir du temps homme parce que justement, pour aller plus loin, il va falloir que je structure la façon d'approcher le problème pour être capable d'utiliser l'IA, mais comme un bon outil. Et pas juste fermer les yeux et me dire allez vibe code-moi ça, tu vois. Je pense qu'il va y avoir un mix des deux, mais quoi qu'il arrive, il y aura une grosse réflexion de ma part, aidée par l'IA, hein, parce qu'elle va m'aider à le structurer, mais elle fera pas tout pour moi. Et pareil pour mes stratégies SEO, elle m'aide à le structurer, elle m'aide à analyser plus de données plus rapidement, elle va m'aider à rédiger une partie. Elle va m'aider à vérifier, tu vois, que j'ai bien les bonnes intentions. Je sais que un des gros sujets sur Serpentix, c'est s'assurer que les intentions et le type de page est bien là. Bah ça va être un énorme gain pour mes clients.
ils adorent ça, tu vois. Et ça se base sur de l'IA et ça améliore leur capacité à prendre les bonnes décisions. Et je pense que cet aspect interactif va continuer à évoluer. Et en fait, c'est pas forcément parce que tu interagis sur cette bribe-là de ton process actuellement que ça va le rester d'ici 2028-2030. Je pense que là où la compétence actuelle la plus intéressante, c'est la capacité à s'adapter et à être curieux et à suivre les infos. Je sais que je vais tester des nouveaux modèles assez fréquemment. Je vais aller jouer avec des choses. Là, j'ai commencé à tester une IA qui me fait des miniatures incroyables pour mes vidéos YouTube. Et tu vois, je suis pas graphiste. C'est Banana, Mini Banana, je crois. Ah oui, Banana. ouais, carrément. Ok. Et les prochaines vidéos qui sortent, c'est des miniatures Nano Banana. Et c'est trop stylé, tu vois. C'est pas forcément toujours ma tête, mais c'est les grandes lignes de mon visage. Et c'est des mises en scène où je me dis, franchement, j'aurais trop aimé faire une session photoshoot pour ça. Mais juste, ça m'a coûté moins cher. J'étais devant mon ordi comme ça, là. Il n'y avait pas ta tête, on n'était pas en train de discuter, mais j'étais en train de lui raconter, j'aimerais bien qu'il y ait cette mise en scène-là. Il m'a fait un truc, je me dis, ouais, incroyable. Carrément. Ouais, non, c'est vrai que c'est très très stylé. Tu peux faire beaucoup de choses directement maintenant avec l'IA. Je suis d'accord et je pense que en fait c'est lié aussi au fait que l'humain et la techno évoluent tout le temps, donc on a un besoin d'adaptation. Donc en fait on aura toujours besoin de guider l'IA. Et plus ou moins, tu vois, là sur des tâches, ça évolue très très vite. Des tâches qu'on faisait à la mano il y a un an, aujourd'hui tu peux le faire avec l'IA, mais en la guidant. Ce sera toujours un peu dans cette dynamique-là, je pense. Tu auras toujours besoin d'avoir cette réflexion humaine. Et pareil, un exemple que je prends beaucoup, quand mes potes me parlent d'IA un peu comme des boomers, c'est assez marrant. Ils vont me demander si justement on peut remplacer, enfin si l'IA va nous remplacer, etc., etc. Et je vais prendre des exemples où, par exemple, sur le copywriting, toute la partie vente, émotionnelle, etc., je pense que tu auras toujours besoin d'humains, simplement parce que l'IA ne pourra jamais vraiment percevoir les émotions et comprendre le cerveau humain qui va mener une intention d'achat qui va mener à l'achat justement. Et je pense que tu auras toujours un besoin d'interagir sur ces éléments-là, à minima. Et après, il y a forcément des métiers qui vont disparaître, c'est obligatoire. Mais tu vas aussi avoir des nouveaux métiers qui vont naître, comme on l'a vu avec prompt engineer, etc., etc. Et tu en auras de plus en plus. Et en fait, tu vas venir guider avec ton petit bâton ton IA, tes prompts, et tu pourras aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et après, c'est encore une fois, je pense, une question d'adaptation, ce qui est toujours le cas, au final, dans le SEO depuis que c'est né. Et ça va avec la techno, je pense. L'IA, tu vois, c'est un bon outil. Et je pense qu'avec, tu vois, toutes les histoires d'agents, enfin, moi, je sais que j'utilise l'IA dans mes process avec orchestrés par du code et potentiellement même parfois orchestrés par elle-même, en mode agent. Mais pour rebondir sur ce que tu disais là, effectivement, sur la partie copywriting, je trouve qu'elles sont quand même un petit peu fades généralement. Et j'ai beau être un gros utilisateur d'IA, tester plein de choses, tu vois, l'enrichir avec des exemples, lui donner du contexte, je trouve que les résultats peuvent être intéressants. Mais quand j'ai vraiment besoin de contenu copyrighté de qualité, en fait, je demande à ma chérie qui s'est fait ça bien mieux que moi et qui fait généralement ça mieux que l'IA. Et sans pour autant, tu vois, genre ne pas le faire avec l'IA, mais utiliser tu vois, l'émotionnel, son expertise pour enrichir et pour gagner du temps avec l'IA, mais pour faire quelque chose qui va vraiment convertir derrière, avoir tu vois, créer du FOMO, créer de l'émotion dans le lecteur ou dans l'audience. En vrai, pour l'instant, clairement, je sollicite ma compagne plutôt que de déléguer ça complètement à l'IA, parce que je trouve que les résultats sont encore meilleurs, quoi. Totalement. Comment tu vois la synergie entre IA générative et données propriétaires, donc les données Search Console, Analytics, CRM, etc. Et surtout, est-ce que déjà aujourd'hui c'est possible de les exploiter dans un SaaS? Est-ce que tu vois un avenir pour ça? C'est quoi un petit peu ton avis sur cette partie-là? Est-ce que Google aussi, tous les opérateurs vont laisser des accès, vont plugger leurs IA potentiellement? C'est quoi là, un petit peu ta vision dessus? Pour commencer par la fin de ta question. Ouais, en fait, le secret de l'IA, c'est la data. Soit dans l'entraînement, soit dans la construction de ta réponse. Et par exemple, sur Serpentix, j'ai mis un onglet IA Assistant. Je l'ai nommé parce que je trouvais ça stylé. Et en fait, là, si ça marche bien, c'est parce que justement, ça s'enrichit avec des données de l'outil.
Ça va récupérer, enfin, tu as un système de variables où tu peux récupérer toutes les données de ton guide que tu as généré sur Searchmantix et c'est ça qui va lui permettre de faire des résultats qui sont vraiment assez stylés. En disant, ok, je veux rédiger un paragraphe en intégrant ces expressions-là, je veux aller optimiser mon contenu pour maximiser le gain d'information dans mes phrases et éviter d'avoir des contenus payés au kilomètre, tu vois. Et tout ça, ça se passe parce que tu as justement envoyé de la donnée propriétaire, tu vois, genre en mode qui a de l'intelligence, qui apporte de la valeur pour que l'outil puisse bien choisir, en utilisant le bon modèle, en utilisant la bonne version. Et c'est ça qui va avoir de la valeur. Et pareil, sur la capacité à par exemple faire du maillage interne, j'utilise les données, tu as Source Console, ce genre de choses. Et c'est là où tu peux arriver à avoir des décisions qui sont intéressantes parce que si je te dis, tu vois, le truc classique, c'est tu vas sur ChatGPT, tu lui dis rédige-moi un article pour, allez, on reprend l'exemple de tout à l'heure, installation de panneaux solaires. Super mon pote, tu auras un article éclaté, tu vois. Et alors que par contre, si tu fais, en fait, voilà toutes les informations de ma SERP et que tu nourris en fait l'information, là tu vas avoir des résultats qui sont vraiment super chouettes. Et c'est ça que fait Searchmantix, tu vois. Et donc, je pense qu'avoir les bonnes données, c'est là que tu vas pouvoir avoir les bons résultats avec ton intelligence artificielle. Et quand on parle vraiment technique, tu vois, ça va être, on parle de few shots par exemple, où tu lui donnes quelques exemples et derrière il peut te donner des réponses. Des fois ça marche avec un seul exemple et il peut arriver à inférer ce que tu veux pour les autres, mais généralement avec quelques exemples ça marche bien. En fait, ça va dépendre un petit peu de ton cas d'usage et derrière à partir de ça, tu vas pouvoir adapter ton process. Et c'est rare que quand j'utilise une IA pour un process, j'ai un bon résultat du premier coup. Ça arrive parce que tu vois, je commence à. Enfin, c'est quand même globalement ce à quoi j'occupe l'intégralité de mes journées. Mais en fait, si je le fais sauvagement sur mon tel à la main, j'ai généralement moins de bons résultats que je sais que maintenant j'ai un labo avec du code où je peux récupérer les données, les envoyer en paramètres. Et là, ça me donne des résultats qui sont quand même beaucoup plus efficaces, reproductibles et exploitables. Carrément, ok, très cool. Du coup, ça m'a mis une question qui n'était pas prévue, mais c'est quoi pour toi un bon prompt? Comment tu promptes aujourd'hui facilement pour avoir un résultat avec le plus de pertinence par rapport à ce que tu vises à la base? Est-ce que c'est un prompt long? Est-ce que c'est un prompt court? Est-ce que tu mets beaucoup de variables ou pas? Etc. etc. Ouais, ça va dépendre toujours. Tu vois, reprenons l'exemple de tout à l'heure, mes miniatures. Maintenant, j'ai globalement une base que je vais utiliser en lui disant, ok, voilà, c'est ça que je veux, voilà ce que je te demande de faire, voilà ce que je veux pas que tu fasses, voilà comment je veux que tu le fasses. C'est généralement, en fait, itératif où tu peux commencer avec quelque chose de simple et lui demander ce que ça donne, voir ce que ça donne et voir ce que tu n'as pas aimé et lui corriger. Et en fait, quand tu le fais en volume, derrière, il va te faire des dingueries qu'il n'a pas fait 50 fois, mais par contre, la 51e fois, il le fait, tu vois. Et du coup, tu peux ajuster comme ça. Et l'idée, c'est pas forcément... J'ai rarement 100% de réussite sur mes prompts, mais si ça marche pas, tu le refais. Et du coup, allez, disons que sur 10 demandes, j'en ai 2 qui marchent pas et j'en ai 8 qui marchent. En fait, j'essaie de voir quand ça marche pas et pouvoir lui dire, ok, là, ça n'a pas marché, tu me le refais. Et parce que juste, des fois, il y a de la variabilité dans les réponses et ça, c'est une façon de faire. Deuxième façon de faire, c'est que tu peux lui dire, ok, moi, je voudrais faire ça, écris-moi le prompt pour faire ça, tu vois. Et en fait, l'IA sait faire des prompts, tout simplement. Et du coup, tu demandes à l'IA de te faire ton prompt et tu reprends le processus que je t'expliquais juste avant, tu regardes ce que ça donne et tu l'ajustes au fur et à mesure. Ouais. Okay. Et dernier petit conseil, ça va dépendre du type de réponse que tu veux avoir. Si tu es dans le chat GPT, tu vas le lire toi et tu vas l'analyser avec tes yeux d'humain et ton cerveau d'humain. Mais par contre, quand je l'utilise en IA, pour mes API et tout ça, moi je veux avoir quelque chose de facilement lisible. Tu as plein d'écoles. Tu vas lui dire réponds juste un terme, évite les contextes. Dans l'IA Assistant par exemple, de Searchmantix, il est construit pour que la mise en forme se fasse bien jolie s'il répond en Markdown, qui est un format simple et peu coûteux, un peu qui te permet de mettre en forme un peu comme sur du HTML. Mais tu peux aussi envisager de dire moi j'aurais qu'il me réponde en JSON, je pourrais avoir du CSV, du YAML, enfin bref. En fait, l'idée c'est vraiment toujours de lui donner l'information de qu'est-ce que tu attends. Et derrière, il va pas toujours répondre. Moi, des fois, je lui demande du JSON, il me répond n'importe quoi. Et en fait, si c'est pas du JSON, je peux pas l'analyser. Et derrière, je lui dis vas-y,
retourne voir ta copie et tant que tu m'as pas renvoyé du JSON, tu recommences quoi. Ouais, carrément. Ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire en fait. Et c'est vrai que l'IA prompte vachement bien. Et je pense que là où il faut vraiment appuyer, c'est bien définir dans sa tête ce que tu veux comme sortie et que ce soit dans le format et dans le contenu. Dans la forme et dans le fond en fait, tout simplement. Et à partir du moment où tu as ça, tu peux demander à l'IA de te le faire et tu peux créer un système de validation pour aller valider que tu as bien ce format et ce fond. Ouais, je pense que c'est comme ça que tu promptes le mieux. Mais tu vois, ça, Cool, on a ça à a peu près jamais, les mêmes enfin, ça a systèmes. pas changé. Ouais, c'est ça, mais ça n'a pas changé depuis quand tu étais à l'école, tu vois. Genre, ton prof de philo, il voulait intro, antithèse, enfin synthèse, non, c'était quoi? Thèse, antithèse, synthèse, conclusion, tu vois. Et si tu répondais pas ce format, il te mettait zéro, tu vois. Bah, c'est pareil. Totalement. Ouais, c'est exactement ça. T'as un process qui est au final logique. Ok, on passe sur la partie SaaS monétisation. T'es chaud? La meilleure partie, quoi, au final. Pour toi, c'est quoi les meilleures strates d'acquisition pour un SaaS? De ton XP et de Ouais. ce que tu as testé, ce sera très subjectif, forcément, mais c'est quoi qui a le mieux marché dans ton cas? Et qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui fait un SaaS un peu similaire au tien, du coup, parce que forcément, si c'est un SaaS enfin, très loin de ce que tu fais, ce sera pas forcément les mêmes canaux, les mêmes strates, mais qu'est-ce qui a marché pour toi? Ouais, tu vois, je suis un peu embêté avec cette question parce que c'est exactement ce qu'on voyait tout à l'heure genre, en fait, ça dépend d'où tu vas aller, de qui tu es, qui tu cibles. Moi, tu vois, je te disais, je suis plutôt ingénieur. Donc, moi, c'est plutôt le produit qui me fait vibrer. Je sais que la création de plein d'outils, c'est comme ça que j'ai commencé et ça a bien marché pour moi, tu vois. Après, tu as aussi l'angle de, oui, mais tu pourrais faire une grosse solution. En fait, t'as pas de réalité. Et je crois qu'on en parlait ensemble, ou je sais plus si c'était avec toi ou quelqu'un d'autre, mais j'en ai parlé plein de fois de, ouais, mais pourquoi t'as pas fait une macro solution avec tous tes outils, la bribe cannibalisation, la bribe backlink, la bribe contenu. Bah, c'est vrai que je l'aurais pu. Il y a plein de raisons qui font que j'ai pas fait ça. Il y a plein de raisons qui font que j'ai fait ça. Euh, mais après, je te dirais, bah, en fait, juste où sont tes clients. J'essaie d'être partout, quoi. Genre, j'essaie d'être sur LinkedIn, ça marche pas forcément très bien pour LinkedIn, tu vois, mais j'essaie d'être sur Twitter, j'essaie d'être sur le contenu vidéo. J'aimais pas créer de la vidéo. Et j'ai pris goût. Du coup, Ouais, ça t'as fait vu, quoi, presque, exactement pareil. ça fait presque 1 an que je crée du contenu vidéo, et en vrai, maintenant, je commence à y prendre goût, tu vois. C'est toujours une question de process. En fait, moi, je dirais, tu vois, si c'était à refaire et que tu veux copier, teste plein de trucs et tu vois ce qui marche. Carrément. Mais Et du coup, moi, si on j'aime bien faire de la vidéo, tu vois. Carrément. Ah, ok. Ok. Et si on le fait de façon un peu plus scolaire, on va dire, euh, est-ce que tu recommanderais par exemple de faire des partenariats d'influence? Est-ce que tu recommanderais de faire du ads, du contenu organique, donc contenu organique, site web, vidéo, enfin l'ensemble, tu vois? Qu'est-ce, qu'est-ce que tu ferais pour un SaaS qui se lance plutôt, mais dans ces types de formats? Ce serait quoi un bon lancement de SaaS? Potentiellement un peu de ads au début, après on commence le contenu organique avec les études de cas, tu vois, un truc, enfin, je sais pas si tu as un système ou une Moi, idée Ok. moi, je dirais réseaux sociaux. Ouais, ok, Réseaux ok, c'est sociaux, c'est intéressant. sûrement. Enfin, en fait, tu vois, genre, dans ce cas-là, tu vois, je dirais, ok, où est-ce que tu peux buzzer? Enfin, tu vois, genre, gros guillemets, tu vois. Mais je pense que les réseaux sociaux, ça peut être pas mal. Et tu peux tester tes messages comme ça, et tu peux du coup bah, voir ce qui marche, voir ce qui résonne, voir ce qui résonne pas. Et de toute façon, en vrai, en ads, si tu crames du budget avec des trucs qui résonnent pas, il se passera rien. Donc je pense que te mettre en contact avec ta cible sur des réseaux, c'est là où ça va être le plus violent, soit avec rien, soit avec des belles perfs. Et je te dirais réseau. Ok. C'est Surtout si exactement c'est une le question genre pour de toi et que tu réponse maîtrises ça, tu vois. Non, c'est pas une question pour moi, mais c'était pour avoir une vision de ce que tu imagines aujourd'hui, parce que c'est vrai que là, je commence à réfléchir à lancer un SaaS. Et dans mon cas, je me vois mal commencer à faire de l'acquis sur de SEO. Je pense que ça va être compliqué. Faire du ads carrément, mais du coup, on va y venir, c'est la question d'après. Est-ce qu'on fait du ads sur le MVP ou pas? Je suis pas sûr. Est-ce qu'on le monétise ou pas? Il y a toute cette partie-là.
Et au final, je pense que le moyen que tu as de confronter directement, comme tu disais, ton message, ta solution et ce que tu veux amener à ta cible, le meilleur moyen, c'est réseaux sociaux et sous les différents formats que les réseaux te proposent. Et encore une fois, sur les réseaux où tu imagines que tu as ta cible dans un premier temps, etc. Et après, tu viens tester, itérer, non. Mais ouais, j'aurais tendance à faire la même chose. Ouais. Et moi, je mettrais un petit bémol sur cette réponse scolaire de tester. Je pense qu'il y a aussi si tu es une équipe du CAC 40, tu vois, genre où tu vas faire des études SWOT avec des études de marché abouties, ouais, tu peux faire ça, tu vois, et quoi qu'il arrive, tu auras les ressources. Si tu es un solopreneur, une petite équipe avec des humains, tu vois, genre comme nous, en fait, je pense que l'adéquation entrepreneur-réseau, elle est super importante. Et moi, je ne me vois pas aller faire mon acquisition sur un réseau que je ne maîtrise pas, en fait. Donc, il y a aussi tes aptitudes, tes intérêts, tes compétences qui vont quand même décider de… En fait, tu auras beau faire… Moi, tu vois, je ne suis pas très bon en Instagram, contrairement à toi. Et en fait, si je vais sur Instagram, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Tu vois. Et je pourrais me former, je pourrais faire plein de choses, je pourrais faire des tests. Mais même, ça ne m'excite pas, quoi. Et du coup, j'essaie d'aller travailler autre chose qui me corresponde mieux. Et je pense que ça, c'est vraiment super important. Tu es un média buyer freelance depuis 15 ans, peut-être que tu vois, là, ça peut être marrant. Mais je pense qu'il y a toujours une réponse de où ils sont, les gens que tu cibles, et qu'est-ce que toi, qui t'es toi, tu vois. C'est une très très bonne réponse. Ça me fait penser à… il y a un gros effet là, qu'on voit beaucoup, c'est tout ce qui est build-in public, etc., que je trouve très cool, mais que je trouve aussi trop dupliqué. Dans le sens où en fait tout le monde va vouloir faire son build-in public vidéo de la même façon, tu vois. Alors que je pense que tu as mille et une façons de le faire et mille et un formats, etc., etc. Tu vois, ça peut être un build-in public que tu vas faire sur X. Et en fait, encore une fois, ça dépend de ton appétence et de ce que toi t'aimes, de quel type de contenu t'aimes faire aussi. Dans mon cas, j'ai commencé les réseaux et déjà il y avait personne qui le faisait. Enfin, il y avait Dimitri Ajon qui le faisait, c'était tout. J'avais aucun autre concurrent. Et en fait, moi j'aimais bien le format vidéo et vidéo où tu partages facilement, tu vois, c'est visible sur ton tel en short. Je trouvais le format incroyable. Et je me suis dit, ok, je voulais faire YouTube depuis longtemps, faire des vidéos à la Brian Dean, etc. J'ai eu le syndrome de l'imposteur pendant longtemps, j'ai jamais fait. Et en fait, je me suis dit, non, mais en fait, le format qui me correspond moi, c'est ça. Let's go, on va tester. Et au final, ça a pris au fur et à mesure. Mais c'est parce que ça me correspondait. Et du coup, j'apportais de la valeur, tout comme les autres, au final, juste dans un autre format et quelque chose qui marchait. Donc, je pense qu'il n'y a jamais une bonne recette. Par contre, il faut que la recette que tu mets en place, tu puisses la tenir, mais en fait, se durer dans le temps, être consistant, la régularité, c'est toujours ça le critère de succès, je pense. Ouais, carrément. Et tu vois, pour faire un petit ajout par rapport à ça, moi j'avais commencé en build-in public, pour te donner les contextes, je crois qu'on avait discuté, mais j'avais lancé un challenge, je voulais faire 12 passes en 12 mois. Et c'était justement pour essayer, avec 12 000, enfin tu vois, genre avec un objectif de monétisation, c'était pour essayer d'éviter, ou de corriger les écueils que j'avais eus avant, donc les erreurs dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, j'ai commencé à le build-in public, mais ma grosse réalisation, c'est que c'était pas la même audience qui était intéressée par ce build-in public que mes clients potentiels de l'outil. Parce que, ok, je vendrais une formation sur comment faire ton SaaS, là, ultra utile, et je pourrais raconter à quel point je fais de l'argent avec mes SaaS, machin. Mais en fait, moi, concrètement, mes clients, ils veulent avoir le meilleur contenu pour leur SEO. Que je fasse des sous avec mon SaaS, ça les intéresse pas, tu vois. Et donc, en fait, moi, ça m'intéresse pas d'aller sur ces sujets-là. Alors que si je voulais te vendre une formation, ah ouais, mais deviens riche avec ton SaaS, là, ma stratégie, elle serait complètement différente. Mon bulle plurique serait ultra cohérent. Parler de mes sous, ça serait vachement bien. Si je vendais une formation pour plein de trucs, ça vaudrait le coup de parler de plein de sujets. Là, ça vaut le coup de parler d'autres sujets. Et donc, il faut ajuster aussi sur ta thématique, sur ta création de contenu pour que ça parle à ton audience. C'est où ils sont, mais qu'est-ce qu'ils veulent entendre aussi. Ça, on n'en avait pas parlé tout à l'heure, mais… C'est super pertinent, mais du coup là on peut faire un vrai cours sur la partie contenu organique et c'est une réalisation que j'ai eue aussi il y a pas si longtemps de me dire en fait le contenu que moi je consomme et que j'aime bien, c'est souvent je suis tenté de faire du contenu moi à ce sujet-là, mais en fait c'est pas du tout ce que recherche l'audience que j'ai et l'audience que je veux toucher aussi. Donc en fait je tombais beaucoup dedans pendant un moment et du coup je suis revenu en arrière, j'ai dit non en fait ce que je veux donner et l'audience que j'ai, c'est du conseil SEO actionnable
pour des sites e-commerce, pour des sites de prestation de services et pouvoir aider entre guillemets n'importe qui avec des bons conseils SEO, mais sur tous les sujets, automatisation, N8N pour faire un agent IA, nanana, c'est pas leur sujet. Moi, je kiffe et je vais consommer que ça en ce moment, il y a du MCP, etc., mais c'est pas les sujets que eux veulent avoir, donc en fait, je fais pas de contenu dessus. Et la barrière est... Il y a une limite qui est un petit peu difficile à voir et quand tu l'aperçois, c'est beaucoup plus clair aussi dans ta stratégie de contenu. Et tu vois, tu as pris un très bon exemple pour revenir sur la partie, build-in public. Dans ton cas, et c'est quelque chose qu'on voit moins quand je parlais, tu vois, des build-in public dupliqués où tout le monde fait ça. Ça va être toujours la même chose. On build-in public, chaque jour on fait un truc. En plus, tu vois énormément ça sur les réseaux. Dans ton cas, tu as mis un objectif qui est totalement différent avec 12 SaaS, avec objectif monétisation. Nanana. Je trouve que déjà, il y a un truc qui te correspond plus et qui va plus avec ta DA, ton ADN, etc. Et faut trouver comment tu veux le faire, ce que tu aimes faire et où tu veux aller. Et après, encore une fois, ce qui va toucher ton audience cible aussi. Ouais, et puis tu vois, je pense qu'il y a quand même une question de t'as pas besoin de te stresser 50 ans non plus. Ouais, en plus. Tu prends plein de trucs dans tes mains, tu les jettes sur le mur et tu vois ce qui colle. Et puis c'est globalement l'idée. Tu crées des contenus, tu vois ce qui marche. Et puis ce qui marche, tu fais plus, quoi. Exactement. Et du coup, très bonne transition. Encore une fois, mais c'est quoi? Enfin, comment tu as défini la première version du MVP de ton SaaS? Comment tu l'as cadré? Qu'est-ce que tu t'es dit, ok, je vais mettre cette feature? Comment tu as fait le MVP? C'était quoi le cahier des charges un petit peu d'un MVP Allez, je ne l'ai pas encore dit aujourd'hui, mais ça dépend. Let's go. Non, en gros, tu vois, dans ce fameux challenge 12 SaaS en 12 mois, premier SaaS que j'ai fait, il s'appelait une Sublime Resto et ça permettait de créer, sublimer une photo d'un plat pour un resto. Tu vois. Tu cuisines bien, mais tu n'es pas un photographe culinaire et tu ne veux pas mettre le budget là-dedans. Hop, ça te permettait d'avoir une jolie photo à partir d'une photo dégueu que tu avais pris à ton téléphone. Ça utilisait l'IA, ça utilisait Midjourney, c'était pas possible de base de le faire en API, donc j'avais créé un wrapper moi-même, enfin bref, un truc de galérien, et ça marchait bien. D'ailleurs, si vous voulez toute l'histoire sur Amaury et ses débuts d'entrepreneur, allez voir la vidéo de Jackie où il en a parlé pendant 1h30, 2 heures, je crois, à peu près. J'ai tout consommé, du coup je suis au courant de tout, et si vous voulez tous les petits détails, allez la voir. Ouais, carrément, mais il y a cette vidéo-là, donc j'en parle, et j'ai justement dans la build-in public sur ma chaîne perso aussi, j'ai fait justement un build-in public de celui-là, parce que c'était dans cette période où je testais la partie build-in public, et donc il y aura ça aussi si vous voulez. Donc ça, c'était le premier truc, et en fait, je me suis rendu compte que, vu que c'était pas un sujet de cœur, j'adore manger, mais je suis pas restaurateur, je suis parti sur autre chose, un sujet qui me correspondait plus, qui était le SEO, et c'est là que j'ai fait Serpentix. Serpentix, du coup, j'avais eu des cours justement de création de moteur de recherche à Centrale Paris, et de mon expérience SEO, je me suis dit, ok, moi je veux pas créer un moteur de recherche, je veux aider à créer le bon contenu. Et donc ça a commencé vraiment avec l'optimisation sémantique. Donc en gros, il te recommandait, tu avais un éditeur, il te recommandait le nombre de mots. Et c'était ça mon MVP, tu vois. Et ça permettait justement de résoudre mes frustrations d'outils concurrents que je trouvais soit trop chers, soit pas bien, soit les deux, soit pas ergonomiques. Et c'est comme ça que c'est arrivé et c'est comme ça que j'ai commencé à rendre le projet possible. Et en fait, sur l'angle 12 SaaS en 12 mois, ça voulait dire un SaaS par mois. Et dans l'idée initiale, c'était une semaine développement produit, 3 semaines marketing. Parce que justement, on sait que le marketing, c'est important, parce qu'il faut que les gens le connaissent pour pouvoir le tester. Et en fait, ce MVP-là, il m'a pris 3 semaines. Donc j'étais bien dans la sauce, parce que juste j'avais quand même envie d'en parler et de le faire découvrir, mais il me manquait du temps. Et donc derrière, j'ai pris du retard. Je crois que sur Serpentix, ça a pris 1 mois et demi pour avoir vraiment cette bribe qui est à des années-lumière de ce que vous pouvez voir sur le site maintenant. Mais qui faisait juste le taf, il te donnait combien de fois intégrer tel mot-clé. Et du coup, dans la foulée, c'est là ce que je disais au début de notre discussion, que j'ai créé une 2 pages. Je me suis dit, ok, là je suis dans la sauce pour mon challenge, il me faut un petit projet. Et donc là, l'idée c'est que souvent, je me demandais, est-ce qu'il me faut 1 ou 2 pages pour ces 2 mots-clés-là? Parce que juste, si je crée 2 pages alors qu'il en faut qu'une, je vais avoir de la cannibalisation. Et donc je me suis dit, en fait, il me faut juste 2 champs, un bouton, et qui fasse sa moulinette, qui me réponde 1 ou 2, quoi. Et donc c'est là, ça c'était globalement mon cahier des charges. Et ça n'existait pas. Okay.
Et donc, je me suis dit, allez, ça va être facile, une demi-journée. Et 2 jours plus tard, il y avait une 2 pages qui sortait. Mais vraiment, encore, on est super loin de ce qui existe maintenant, parce que je l'ai enrichi de fou, et on est très très loin des 2 jours. Et maintenant, mais ta page d'accueil avec 2 mots, enfin 2 encarts et un bouton pour checker. Je sais que j'ai été copié plein de fois là-dessus. Maintenant, j'en ai vu d'autres qui ont exactement, enfin genre, réfléchissez un peu les gars, appropriez-le vous, tu vois, éventuellement. Mais bon, ça, les gens aiment copier. Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté le building public, parce qu'on est dans une communauté où la frontière entre inspiration et copie est quand même assez ténue. Et ça m'emmerde, faut le dire. C'est dit. Donc, tu vois, et ça peut être. En fait, ça va varier en fonction du projet. Pareil, une de backlink, c'était la DA, tu vois, le brief dans l'idée était assez simple. Je veux une réponse à combien il me faut de liens pour me positionner sur un mot-clé. Ben voilà, une fois que j'avais ça, j'ai engagé la direction, tu vois, j'ai mis un peu le style une de page dans l'approche et ça a permis de le faire. Là, j'ai plein de fonctionnalités, tu vois, maintenant ça peut être mes MVP, ça peut être des fonctionnalités au sein de Serpentix. Il y a eu un de Géo juste avant. J'ai des choses que je veux rajouter dessus, j'ai des choses que je rajoute sur Serpentix. Ça va dépendre des retours que j'ai de mes utilisateurs, parce que sur ces outils-là, j'ai de la chance d'avoir des utilisateurs maintenant. Et en fonction des demandes, je vais pouvoir me dire, OK, est-ce que ça demande de retravailler l'intégralité du produit? Est-ce que ça peut être un ajout? Comment je fais les connexions entre les éléments pour que l'expérience dans l'objectif qui est prévu, parce que au début, tu vois, Serpentix, il a commencé comme outil d'optimisation sémantique. Maintenant, c'est un outil de création de contenu optimal pour les moteurs. Et la sémantique, c'est un des sujets. Mais en fait, juste si tu fais un lorem ipsum bien optimisé sémantiquement, tu vas pouvoir ranker sur des requêtes pas très concurrentielles. Mais en fait, ça ne va pas répondre à ce que l'utilisateur veut, donc tu vas avoir du mal à durer. Donc il te faut de l'intention de recherche, il te faut plein d'autres choses. Et du coup, ça permet d'enrichir le projet en plusieurs étapes. Mais dans un premier temps, la question, ton MVP, je pense qu'il doit être une partie de tes tripes, de ce que tu as réfléchi, tu vois, mais aussi de qu'est-ce que les gens attendent. Et ça, c'est, tu as un problème, les gens ont un problème, qu'est-ce que tu peux faire de plus petit périmètre possible qui va répondre à ce problème-là, tu vois. Ok, mais du coup, de ce que tu disais, j'avais l'impression de comprendre, en gros, tu traites un besoin avec une feature en MVP. C'était ça? Ouais, un problème, une feature. Ok, et du coup, ton MVP, vraiment, c'est un seul problème, une feature, et après, tu viens développer et tu rajoutes limite une par une et tu commercialises et tu vas comme ça. Ou, enfin, en gros, Ouais, c'est un c'est peu globalement l'idée. Ouais. c'est un peu la question. Ok, ok, ok. Non, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de MVP qui mettent du temps, des SaaS qui mettent du temps à sortir, etc., qui ont 3, 4, 5, 6 features. Et en fait, je pense que en plus de perdre les entrepreneurs et du coup les mecs qui montent les SaaS, je pense que ça perd les utilisateurs aussi. Et quand t'es pas convaincu déjà d'un... En fait, quand t'as pas une feature centrale, un peu cœur, un peu pierre angulaire en fait de ton SaaS, je pense que tu te perds et tu pars un peu déjà dans tous les sens. Et je suis pas sûr que t'arrives au fur et à mesure à te recentrer. Et encore une fois, je pense que la solution, elle est toute simple et ça marche un peu pour tout. Que ce soit le SEO, que ce soit les réseaux, que ce soit un peu tout. En fait, tu fais vraiment ta pierre angulaire, tu viens faire un truc super quali, enfin du coup un MVP dans un premier temps, tu fais juste un besoin, une feature, tu l'as fait la plus quali possible, et après tu viens expand pour venir répondre à tous les autres besoins que tu auras détectés au fur et à mesure des use case clients, des retours que tu as eu, du SAV, etc. etc. C'est intéressant. On va faire un MVP super centré sur une feature, un besoin du coup. Ouais, tu vois, c'est un peu le truc, dans l'idée 12 SaaS, 12 mois, 12 000 euros, c'était, j'ai pas envie de passer un an à faire un truc dont personne n'a besoin. C'est comment je fais le minimum. Et limite, tu vois, l'approche Oussama Hamar te dirait, en fait, tu mets de l'ad sur une landing page et tu vois si ça convertit, tu vois. Et ça, c'est l'exact opposé. Mais en vrai, ça marche, tu vois. Est-ce que tu as vraiment besoin d'un MVP pour tester si ça a un intérêt? Tu vois, tu parles du problème et si les gens ont vraiment ce problème, peut-être qu'ils donnent leur mail, tu vois. Peut-être qu'ils mettent leur CB et tu leur dis « Ah non, désolé, ça n'existe pas encore ». Il y a plein de choses qui est possible. Tu as des moments où tu vas avoir un niveau de confiance différent. Mais pour tester efficacement, franchement, il y a plein de choses que tu peux faire.
Je suis totalement d'accord. Il y a deux points qui sont importants pour moi, enfin, que ce soit un SaaS ou n'importe quel produit. En fait, c'est un, d'interagir avec tes clients finaux, même sans que ce soit tes clients, les personnes que tu penses, au final, ton audience cible, les appeler, les avoir au tel, leur poser des questions, etc. Et ou tu peux le faire aussi, surtout si c'est des SaaS B2B, etc. T'envoies un DM sur X dans un premier temps, t'échanges un petit peu avec le mec, tu fais une visio de 20 minutes, t'as plein de mecs qui prennent du temps pour faire des visios de 20 minutes, il n'y a aucun souci. Et t'échanges, tu vois si ça match, si ton idée elle est bonne ou pas, tu détailles pas trop forcément, tu lui demandes s'il a ce besoin, quels sont ses besoins par rapport à ci, ça, et tu vois au fur et à mesure. Ouais. Ok, super intéressant. Quel modèle de monétisation fonctionne vraiment aujourd'hui pour un SaaS SEO? C'est quoi Est-ce que t'en as qui pour toi sont voués à moins bien marcher? Est-ce qu'il y a des trucs qui surperforment? Euh, Quels sont les choix que tu as fait aussi sur tes SaaS? Comment tu monétises tout ça, quoi? Ouais, je te dirais que c'est comme pour tout, t'as pas une bonne réponse. En fait, t'as pas de bonne réponse. Tu vois, genre juste si tu veux une réponse unique et universelle de ce qui va marcher, il n'y en a pas. L'abonnement, c'est classique. Tu vois, genre Netflix, ils font ça très bien. Tu as des outils qui vont choisir du crédit. Moi, j'ai les deux. Tu vois, j'ai des outils avec des abonnements, tu as des outils avec des crédits. Tu as des gens qui me disent je veux du crédit, tu as des gens qui me disent je veux de l'abonnement. En fait, je trouve que c'est. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, comme diraient certains acteurs très connus dans certains films. Mais, euh, mais en fait, c'est qu'est-ce qui est cohérent pour toi, tu vois. Si c'est à l'usage, peut-être du crédit, c'est bien. Si c'est quelque chose qui demande de la récurrence, ben peut-être que l'abonnement, c'est bien. Peut-être qu'en fait, si tu vises du grand groupe, en fait, de la facturation avec du commercial, c'est bien. Tu vois, j'ai des outils où j'ai des grands groupes qui les utilisent et les mecs me disent ah mais non, mais nous on n'a pas de carte bancaire, il faut que tu fasses une facture pour le service client, enfin pour le service achat. Et du coup, bah, on fait du cas par cas. En fait, il y a pas de réponse, tu vois. Tu as des outils. Enfin, qu'est-ce qui est cohérent pour ta cible? Carrément. Mais du coup, dans ton cas, et ça va avec la question d'après, comment tu as défini et comment tu as trouvé ton pricing au début? À quel moment tu t'es dit, OK, je vais faire ça comme ça, parce que si, parce que ça, et, et comment tu t'es dit, OK, bah, je vais mettre à tel tarif, en fait, tel prix d'outil, tel prix de SaaS. Ben, j'étais trop peu cher, toujours. Et non, mais en fait, tu vois, genre, t'en sais rien. Soit tu as des Et outils, enfin, tu vois, soit tu as un environnement. Et dans le cas, tu peux essayer de voir bah, ce que font les autres. Soit t'as pas d'environnement et tu te dis, bah, en fait, je sais pas ce que c'est le bon prix, tu vois. Et soit c'est trop bas, soit c'est trop haut. Et juste, tu t'évolues, quoi. Si les gens te disent, bah, franchement, c'est trop bien, et bah, tu montes le prix. Si les gens achètent pas, tu baisses le prix. Enfin, ou alors tu changes la proposition. Et franchement, le pricing, c'est super dur. Parce que tu n'as pas de réponse. C'est vraiment toujours, si tu n'as pas la bonne. Enfin, tu peux avoir un produit avec le bon pricing pour une cible donnée, mais pas pour une autre. Tu peux. Enfin, en fait, il y a. Je te dirais que, tu vois, par exemple, pour donner un exemple, sur une de pages, il y a des crédits. Parce que tu vas pouvoir comparer une liste de mots-clés pour savoir bah, en fait, combien de pages pour ces X mots-clés. Tu mets 100 mots-clés et il va te dire combien de pages il faut créer à partir de ça en te disant quels sont les mots-clés qui correspondent à la même chose pour Google. Et ça, en fait, c'est vraiment basé à l'usage. Alors que sur Serpentix, tu pourrais dire que, bah, en fait, optimiser ton contenu, ça va être à l'usage, mais en vrai, si tu fais ça, tu vas pas pouvoir profiter pleinement de l'outil parce que si tu penses que ton contenu SEO, c'est du one shot, ta réussite, elle sera pas bonne dans la durée parce que tu vas faire du contenu. En fait, juste, bah, j'ai plein de vidéos sur la chaîne qui t'expliquent que si tu mets pas à jour ton contenu, tu passes à côté d'une grosse partie de tes performances SEO. Et donc, bah, si tu travailles pas ton SEO dans la durée, bah, c'est un peu comme une maison que tu vas pas chauffer et pas habiter. Bah, en fait, juste, elle redevient ruine. Et donc, bah, ok, je me suis dit, pour que mes clients aient les meilleurs résultats, il faut que ce soit récurrent. Donc, bah, il faut que tu améliores ton contenu de façon fréquente. Et donc, bah, tu as des abonnements qui te disent aussi, tu veux pas faire beaucoup de contenu, tu as cet abonnement-là qui est vraiment quasiment gratuit, enfin, il y en a même un gratuit à un contenu par mois. Et après, tu as un contenu vraiment pas cher où tu peux en faire un par semaine. Et après, si tu as plus de besoins, parce que bah, le SEO, c'est vraiment une stratégie, tu peux faire un par jour. Et si tu as plusieurs clients, parce que tu es une agence, tu peux aller plus loin encore. Tu vois. Et du coup, je trouve que aligner le pricing avec ta réussite client, c'est un sujet qui me plaît bien, et deux, assez cohérent, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir pas être une source de coût, mais une source, enfin, tu vois, un vrai investissement pour l'entreprise. Ok, non, parce que c'est vrai que c'est un gros sujet que le pricing.
difficile de juger. Je ne sais pas trop s'il y a des techniques, des strats pour aller estimer sur des bases d'analyse, tu vois, de contact que tu as avec ton audience cible, etc. Je sais pas. Va falloir que je check un petit peu, parce que c'est difficile, c'est difficile comme exercice, je trouve. Dernière petite question Et puis, avant la. et puis Vas-y, juste, vas-y, tu vois, genre, comme je te disais pour le contenu, t'as pas de, tu vois, genre, il n'y a pas de risque. Tu testes un truc, ça marche pas, tu changes. Carrément, carrément. Mais justement, je trouve que c'est un petit peu touchy d'aller changer le prix régulièrement, tu vois. Tu vas le garder pour les utilisateurs que tu as déjà, mais du coup, ça montre aussi que tu n'es pas sûr, que tu sais pas trop percevoir comment est perçue ta valeur, etc. C'est, tu vois, j'ai du mal justement à me dire, ok, bah, on va aller modifier le prix de façon régulière, plus- plutôt que d'avoir un prix vraiment défini. Et je sais pas, après, c'est peut-être. Je sais Mais pas. ça dépend toujours de ton histoire. Enfin, tu vois, moi, je Totalement. suis Ouais, c'est ultra vrai aussi. authentique sur. En fait, bah, derrière mes outils, c'est moi, tu vois. Et je sais pas tout. Et je fais tout de mon mieux pour te proposer les meilleurs outils avec les meilleurs enfin, avec les meilleures offres, avec la meilleure valeur. Mais en fait, juste comme plein de gens, je cherche à te faire la meilleure construction, enfin, le meilleur outil possible. Et ça, c'est ultra clair dans mes promesses, dans mes messages. Je te dis pas je sais tout. Et parce que effectivement, si tu dis je sais tout, les gens essaient juste de te piéger. Mais après, il y a toujours des gens plus ou moins constructifs dans la vie, même si tu es authentique dans ton message ou cohérent. Mais, mais tu vois, je pense que c'est aussi une question de. Bah, en fait, si tu as un storytelling de on est une marque jeune, co-construisons, bah, les gens seront plus bienveillants et acteurs Totalement. dans ton pricing potentiellement que genre en mode ouais, on est une multinationale, on est trop fort. Bah, tu vois, genre, c'est moins accepté quand Netflix augmente ses prix que quand ben, ta startup où les gens la choisissent aussi pour toi ben, est en train d'essayer de se chercher. Tu vois. Totalement. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pertinent comme approche. Ok. Bah, je te dirai si j'ai trouvé une petite méthode, petite méthode Mais pour le pricing. Euh, Dernière petite question du coup, si ça te va, avant le petit oui-non. J'ai tellement hâte avec de ce plaisir. moment. Quelle est ta méthode pour transformer un simple utilisateur gratuit en client payant? Vu que c'est aussi le cas que tu as sur les différents SaaS. Est-ce que tu as une méthode spécifique? Est-ce qu'il y a des choses que tu appliques tout le temps sur tous les SaaS pour y arriver? C'est encore un sujet. Moi, je dirais que c'est quand même le volume, hein. Si tu as plus d'utilisateurs gratuits, mécaniquement, tu as plus d'utilisateurs payants. Euh, Après, enfin, juste en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, moi je crée du contenu, et c'était juste le point d'avant, en fait, juste citer sur l'outil, tu vas voir ma tête qui t'aide à réussir en SEO, tu vois, globalement. Et donc, si tu as vu Amaury qui t'a aidé à réussir ton SEO, tu as des premiers résultats, parce que l'idée c'est que la version gratuite, c'est pas juste je veux tester l'outil, c'est je veux tester et avoir mes résultats. Et j'ai plein d'études de cas des gens qui ont des super résultats. Et en fait, bah, quand toi, tu as vu tes résultats, tu te dis, ah, ok, mais si je pouvais en faire un petit peu plus, si je pouvais aller un petit peu plus loin, bah, ça aurait beaucoup de valeur pour moi. Et l'idée, c'est que je te donne beaucoup et en échange, ben, tu pourras aller plus loin en t'engageant un peu plus avec le produit. Ok, du coup, ça veut dire que Et tu as une partie sur le contenu où tu vas venir aider sur l'utilisation de l'outil, sur les use cases, etc. Est-ce que tu as des éléments, par exemple, d'email sur les pain points, d'email avec des astuces, des conseils? Tu vois, est-ce que tu as des petits trucs concrets à nous envoyer là pour aller ouais, mais push de en fait, tu vois, l'utilisateur payant? tu vas tout avoir. Tu as des séquences d'onboarding, tu as des séquences. En fait, quand tu t'inscris, tu vas avoir du contenu qui t'est envoyé pour t'aider à onboarder, mais aussi, tu vois, t'aider de façon plus globalement dans ton SEO. Pas que sur l'outil, tu vois, vraiment de façon plus large. Et quand tu utilises, bah, tu as des éléments qui vont te permettre d'aller un peu plus loin. Et tu vas avoir des brides, enfin, tu vas être bridé sur certaines fonctionnalités si tu n'es pas payant. Enfin, voilà, en gros, c'est créer de l'envie et du besoin pour bah, dire, OK, l'outil est chouette, je peux aller plus loin, je vais payer, quoi. Tu vois, imaginons, sur une de page, tu veux savoir si quand tu vas créer ton nouveau site sur lequel tu as listé, en gros, tu as utilisé un outil qui te permet de savoir la liste de tes mots-clés. Ok, bah, ok, mais quand tu veux savoir la liste des pages, bah, tu peux choisir de mettre tous tes mots-clés à la main, un par un, et avoir la solution du laborieux.
ou alors tu peux les mettre dans une liste et avoir une liste en sortie qui sort avec le nombre de pages. Tu vois. Et la liste des pages que tu vas devoir créer, grand bien te fasse si tu veux la version laborieuse, mais si tu veux gagner du temps et avoir un résultat plus précis, tu as la possibilité d'aller plus loin. Tu vois. Et quand tu as pris le réflexe, derrière ça va te permettre d'aller plus loin et en fait c'est gagnant-gagnant. Tu vois. Ok, pas mal, j'aime bien. Bon, est-ce que tu es prêt pour un oui-non? Grand oui-non avec plein de questions. J'ai plein de questions, on va les enchaîner. Je sais pas combien il y en a une petite vingtaine, je pense. Et que des petits sujets sympathiques. Allez. Tu me dis quand tu es prêt, on envoie. Envoie. On est bon? Allez. Est-ce que le SEO est obligatoire pour un SaaS? Non. Le SEO en 2026 sera dominé par les IA génératives plutôt que par les résultats organiques classiques? Non. Le netlinking restera encore d'actualité pour se positionner en 2026? Oui. Les contenus de mauvaise qualité générés par IA seront pénalisés plus durement qu'aujourd'hui? Ils sont déjà bien pénalisés, mais oui. L'autorité de marque comptera plus que l'optimisation technique? Oui. L'IA pour rédiger du contenu SEO meilleur que 80% des rédacteurs humains? Moi, j'irais même plus loin que l'IA plus que 80% d'humains. Oui. Ok. Du coup, ça va avec la question suivante. L'IA remplacera totalement les consultants SEO d'ici 5 ans? Ouais, tu m'embêtes parce que j'ai envie de te répondre oui et non. Vas-y, tu peux le détailler si tu veux. Tu vois, je pense que si tu n'utilises pas les bons outils et que tu n'es pas curieux et que tu ne te mets pas à jour, SEO ou pas, tu as des problématiques professionnelles et personnelles à venir dans les prochaines années, quoi. Ok, du coup ça va avec la suivante. L'avenir appartient aux entrepreneurs capables de prompt engineering leur propre système? Oui, tu vois, mais juste il faut être malin. Il faut être attentif, il faut être curieux et il faut juste suivre l'évolution. Ça revient avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la capacité de s'adapter et d'évoluer avec les nouvelles technos qui sortent un peu tout le temps et faire sa veille en fait. Faire sa veille, tester et itérer un peu tout le temps. Ok. Tac. L'IA générative va tuer le trafic facile. Guide comparatif simple, mais renforcer la valeur de l'expertise humaine. Ouais, possible. De toute façon, du contenu sans valeur, ce qu'on disait tout à l'heure, tu parlais de l'IA, enfin le contenu généré par IA, je suis pas sûr que ce soit ça le critère, c'est du contenu qui n'a pas de valeur par rapport à l'intention de l'utilisateur, c'est fini. Carrément. Et je pense qu'au-delà de ça, il y a un contenu qui joue sur l'émotion, qui s'adresse à une typologie de personnes, aura vocation à marcher vraiment bien aussi au fur et à mesure, plutôt que du contenu où tu as une information, mais c'est vachement générique, on va dire. Au-delà de cette performance, sur un truc qui est plus compliqué à mesurer, mais tu auras un engagement avec la marque qui est plus fort. Si ton contenu il est plat, factuel, sans intérêt, ça peut être utile dans certains cas, mais quand le mec a cliqué, quand l'utilisateur est parti de ton site, en fait il ne se souviendra pas de ta marque. Il faut que ton contenu soit mémorable, il faut qu'il ait une expérience qui dise c'est pas juste de l'acquisition, c'est vraiment dans mon tunnel de conversion, quelque chose qui a de la valeur. Totalement. Le personal branding sera plus décisif que le produit lui-même pour trouver des clients? Non. Ok, intéressant. L'acquisition par contenu organique sera toujours plus rentable à long terme que les pubs payantes? Non. Un SaaS qui ne propose pas d'IA intégrée en 2026 sera invisible? Non. Faites pas que des SaaS IA, merci. Le churn est plus important à gérer que l'acquise? Ça dépend de ton niveau, ça dépend de ta maturité, quoi. Mais oui et non, quoi. Totalement, ça dépend où tu en es. Parce que forcément, si tu n'as pas d'acquise, tu vas pas avoir de churn. Et du coup, il va falloir aussi que tu vois, mais si tu as un churn très élevé. Ouais, totalement. Si tu as un churn très élevé aussi. Tu as un petit churn, mais ça te fait quand même beaucoup de disparitions. Alors que si tu n'as pas beaucoup d'utilisateurs, tu vois, ça dépend de ta maturité. Carrément. Et je pense que ça dépend du produit aussi que tu vends. Si c'est des mini-produits, si c'est des produits très très coûteux, je pense que tu as beaucoup de choses à voir. C'est très dépendant du type d'offre. La majorité des SaaS échouent car ils se construisent sur des features et pas sur des problèmes réels. Ouais.
le modèle freemium attire plus de touristes que de vrais clients? Objectivement, tu as plus de free que de payant. Ça, juste oui. Donc oui. Les meilleurs SaaS sont ceux qui automatisent des tâches répétitives à faible valeur ajoutée. Non. Ok, bah, très bien. Merci beaucoup. T'as répondu à toutes mes petites questions. Est-ce que tu as des petites questions, un petit mot de la... Vas-y, dis-moi. Non, mais on aurait pu nuancer. Enfin, on pourrait nuancer toutes tes questions là quand même. Tu vois, il y a des sous-jacents derrière, mais ce sera le sujet pour une prochaine vidéo. Carrément. Et le but, c'était justement d'être un maximum clivant. Et comme ça, je vais faire des petits clips après où je vais dire Amaury a dit oui, a dit non. Et il va échanger mes réponses et tout en mode ouais, mais là il avait dit non, mais en fait je pense que ça fera plus de clics s'il avait dit oui. Je compte sur toi pour pas faire ça. Mais au moins tu vas devenir viral sur TikTok, un peu comme Oussama Ammar à l'époque. Je peux te raconter mon histoire avec les Yakuza. Elle est pas mal celle-ci. Bon, mais Amaury, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Tu nous as donné pas mal de trucs, même pour moi du coup. Qui, comme je te l'ai déjà annoncé, vais lancer un SaaS. J'ai pris pas mal d'infos. C'était un peu aussi le but, un petit but caché, tu vois, petit side, mais d'aller gratter un petit peu d'infos sur toi qui a beaucoup d'XP sur la partie SaaS. Ça m'a bien aidé. J'espère que ça a aidé aussi toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Est-ce que tu as un mot de la fin déjà? Déjà, merci pour l'invite. Merci à vous si vous êtes encore là. Ça fait quand même un petit moment qu'on parle là. Donc je ne sais pas ce que ça donnera une fois monté, mais là je vois 1h32. Donc c'est quand même une belle discussion. Et félicitations si vous êtes encore là. Comme mot de la fin, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire que pour réussir efficacement, il faut les bons outils. Il faut trouver les outils avec lesquels vous êtes à l'aise. Et ça va pour tout. Ça va pour le SEO, avec des outils que je crée. Ça va pour la création de SaaS éventuellement. Tu vois, moi, je sais que j'utilise des outils pour m'aider dans ce projet-là. C'est toujours avec les bons moyens, tu peux faire des choses plus grandes. Et c'est pour ça que j'aime bien le principe de SEO augmenté. Donc ça, je pense que trouver ce qui fonctionne pour vous en termes d'outils, mais en termes pour tout, tu vois, en termes d'acquisition, en termes de produits, en termes de choses, c'est sûrement le plus important, ce qui vous permettra d'allier confort et plaisir dans la tâche et bon résultat. Carrément. Et n'hésitez pas à aller checker tous les outils d'Amaury qui seront aussi en description de la vidéo, avec toutes les vidéos, tous les sujets dont on a parlé au fur et à mesure. Je vais tout mettre en description, ça va faire une très longue description. Merci Amaury. Mais s'il faut synthétiser, allez checker la chaîne SEO augmentée et tester Searchmantix, qui vous permettra d'avoir le bon contenu. Et je pense que ça, c'est la base. Si tu veux travailler sur ton SEO, tu as du bon contenu et après, tu mets du lien. Et puis voilà, je pense que c'est déjà une bonne partie des choses qui sont faites quand tu as fait ça. Carrément. Merci Amaury. On se voit à Chiang Mai peut-être, du coup. Mais écoute, moi j'y suis, donc je compte sur toi. Aïe. Allez, je te rejoins rapido. On fait ça. Merci. Allez, salut. À très vite, Quentin. Encore merci. Ciao.